Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet auditorium pour continuer à parler de cycle de carbone. Ça me fait très très plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo et donc toute la journée, je vais être avec vous pour profiter des échanges qui vont être, vous allez voir, très nombreux et très denses et très riches. On va présenter bien sûr des axes scientifiques, des appels à projets seront présentés et bien sûr les projets retenus lauréats juste après. On aura une table ronde en fin de matinée sur la dimension recherche et développement de vos recherches et sur la dimension enjeu sociétal et environnemental en début d'après-midi dans la table ronde avec des porteurs d'enjeux. On finira en fin de journée avec la présentation des partenaires de Faire Carbone. Et de toute façon, il y aura tout au long également de la journée des moments où vous pourrez discuter avec les différents porteurs de projets, vous rencontrer autour des sessions posters notamment. Voilà, j'en dis pas plus parce que vous avez le programme, il est très très dense. Je l'ai annoncé. On va commencer par présenter les axes scientifiques de Faire Carbone et l'appel à projet de la vague 1 avant, ensuite, de parler de Cabestan, de Canet, de DeepSea, de Drought4Sea, de Peace, de Tropicos, bref, de tous ces super projets retenus. J'en dis pas plus. Je vais donner tout de suite la parole aux porteurs, à celles et ceux qui sont à la tête de l'axe scientifique numéro 1. Voilà, c'est le moment, c'est pour vous. Hein. C'est à vous de jouer. S'ils ne sont pas là, en revanche, c'est peut-être plus compliqué de le faire. Je ne vais pas le faire à votre place, je le ferai beaucoup moins bien. Bonjour, Madame Gandois. Ah, je suis vraiment désolé, je pensais que vous étiez déjà arrivé. 8h35, vous y êtes, il est 8h35. Et ça s'applaudit, mesdames et messieurs, ça s'applaudit, ça. Quel sens extraordinaire du timing. Julien Néméry, c'est à vous. Pour 10 minutes. Très bien, merci. Bonjour. Alors, oui, donc je vais vous présenter donc l'axe 1 qu'on a animé avec Laure et qui porte du coup sur le source, transfert, transformation et stockage du carbone le long du continuum terre-zone côtière. Donc l'idée est de vous présenter un petit peu les éléments de contexte et puis les grands objectifs de cet axe et puis d'introduire les différents projets lauréats qui vont être présentés dans la matinée un petit peu plus tard. Donc en élément de contexte, on utilise cette figure qui montre un petit peu le bilan du carbone à l'échelle globale. Et on voit ici que l'exportation de carbone via les rivières représente plusieurs pétagrammes et c'est à peu près équivalent à ce qui peut être stocké dans les zones continentales. Et on voit ici qu'il y a un grand nombre de flux qui représentent... Il n'y a pas de... Ok, il faut faire on des va grands le faire. signes. J'ai des grands bras, donc ça va aller. Donc on a des zones de stockage qui sont importantes. On a des zones aussi de métabolisation et d'évasion de carbone vers l'atmosphère. Et donc hier, lors des présentations, il a été rappelé qu'effectivement, il y avait des zones d'incertitude importantes, notamment sur les écosystèmes côtiers, où il y a très peu d'études qui montrent les capacités de stockage de carbone dans les zones littorales. Et puis, Laure a rappelé aussi, en introduisant le projet Carbonium, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur les émissions de méthane, notamment par les écosystèmes aquatiques. Donc, dans ce grand continuum, on voit ici qu'il y a un peu tous les écosystèmes aquatiques, depuis les têtes de bassins versants, en passant par les zones humides, le continuum dans son intégralité, les barrages et les lacs, bien entendu, et puis les plaines alluviales et enfin les zones côtières qui vont être l'interface avec les océans. Donc finalement, les objectifs de cet axe étaient de mieux documenter l'ensemble de ce continuum en s'intéressant aux déterminants des sources, le traçage des formes du carbone dans le continuum, le transfert, donc qui est associé évidemment à l'hydrologie dans les cours d'eau, tout ce qui concerne la métabolisation, donc les transformations, minéralisation, la méthanogénèse par exemple, ou la sédimentation. Et puis bien entendu le stockage le long du continuum. Donc ici vous avez quelques illustrations d'écosystèmes un peu particuliers. On voit des barrages, on voit des zones de tourbières en milieu arctique, on voit des rivières tropicales, on voit des rivières urbaines. Donc tous ces écosystèmes-là sont d'intérêt pour cet axe. Et donc le besoin de connaissances
qui étaient affichés dans l'appel à projet. C'était des projets qui permettaient de mieux caractériser la variabilité spatio-temporelle de l'ensemble de ces processus, d'identifier aussi le rôle des événements extrêmes. Donc hier, on a évoqué la montée du niveau des mers, par exemple, pour l'impact sur les écosystèmes côtiers, la remontée de la salinité aussi dans les estuaires. Il y a les crues aussi extrêmes qui peuvent remobiliser des formes du carbone. Donc ces événements-là étaient ciblés dans l'appel à projet. Et puis enfin, tout ce qui concerne l'impact des activités anthropiques, donc c'est évidemment l'occupation des sols, les usages liés à l'agriculture, mais aussi l'anthropisation. Vous avez ici une illustration d'une ville très dense en Asie, où on a effectivement des impacts importants sur les milieux aquatiques. Et puis les capacités de mitigation de ces écosystèmes, sont-ils capables de stocker, sont-ils capables d'évacuer du carbone vers l'atmosphère, etc. Donc ça, c'est les objectifs un petit peu scientifiques. En termes de contexte et d'outils, donc les projets étaient invités à s'intéresser à tout type d'écosystème aquatique et côtier. Donc on allait de la zone humide à la plaine alluviale, le continuum et tous les écosystèmes côtiers, incluant les mangroves, les marais, etc. Tous les écosystèmes naturels et anthropisés, et sous toutes les latitudes. Donc depuis l'Arctique jusqu'aux zones tropicales, c'était très ouvert. Il n'y avait pas de restrictions sur la zone géographique à étudier. Et en termes de stratégie d'études, c'était local à global, c'était très classique. Évidemment, tout projet portant sur l'acquisition de nouvelles données, sur de l'expérimentation en labo ou sur la modélisation à l'échelle de l'ensemble des écosystèmes était bienvenu dans cet appel à projet. Donc au final, pour faire un petit bilan de cet axe 1, ça a été assez dynamique. Donc on a eu beaucoup de contacts avec une communauté qui est présente aussi aujourd'hui. Lors des pré-propositions, parce que ça s'est fait en 2 temps, c'est ce premier appel à projet, il y a eu 21 lettres d'intention, donc des pré-propositions qui émargeaient à cet axe 1. Il y a 9 consortiums qui se sont constitués, qui sont allés au bout de la soumission. Et parmi ces 9 propositions, vous voyez que ça, c'était pas que sur l'axe 1, mais aussi sur l'axe 2. Donc il y avait des projets qui étaient vraiment à cheval sur les sols, et puis aussi le lien avec le couplage des cycles de l'azote et du phosphore, mais aussi des projets qui traitaient plus de trajectoires socio-économiques en lien avec l'axe 4. Donc ces axes vont vous être présentés juste après. Voilà. Et donc parmi ces 9 propositions, il y a 4 projets qui ont été retenus dans cet axe 1 qui vous seront présentés tout à l'heure. Et donc juste en guise de dernière slide pour cet axe 1, donc les 4 projets lauréats concernent des écosystèmes dont on a parlé. Il y a 2 projets qui sont sur les zones côtières, le projet Cabestan, qui va s'intéresser donc au cycle du carbone dans les estrans et les zones humides, donc plutôt aux façades atlantiques côté français. Un projet en zone tropicale, le projet Tropécos, qui va s'intéresser aux écosystèmes estuariens et mangroves dans la zone littorale des milieux tropicaux. Le projet PIS, qui va s'intéresser aux écosystèmes arctiques, cycle du carbone dans les sols gelés, le pergélisol. Et enfin, un dernier projet, Deep Sea, qui va s'intéresser donc au stockage du carbone et aux émissions de méthane dans les lacs à l'échelle française, mais aussi mondiale. Donc l'ensemble de ces projets vous êtes présentés, introduits tout à l'heure. Et puis il y aura évidemment la session de posters pour continuer les échanges. Merci Voilà. beaucoup, Julien Deménois. Merci beaucoup. Juste une petite question. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de 21 pré-propositions à 9 ? Non, mais c'est pas une question piège, c'est juste pour... Si, peut-être du coup. J'ai le droit de répondre. Eh bien écoutez, on tourne une page de publicité, on se retrouve juste après. À bientôt. En fait, sur les pré-propositions avaient été faites pour essayer d'identifier les différents groupes. Donc nous, quand on a évalué ces pré-propositions, on a proposé des regroupements. Il y avait des groupes qui étaient petits, d'autres un peu plus grands, etc. Il y en a qui ont abandonné tout simplement parce que c'était soit hors thématique ou ils ne sont pas allés au bout de la soumission. Donc voilà, entre 21 et 9, je dirais qu'il y a eu un gros travail. Il y a eu un travail collectif, un travail d'essayer d'avoir des projets un petit peu plus gros en intégrant plusieurs équipes. Donc il y a eu des fusions en fait de lettres d'intention. D'accord. Donc il y a un peu moins de projets qui ont été préposés. Au final, mais c'est normal. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On passe sans coup féri
au deuxième axe qui va vous être présenté dans quelques instants. J'indique aux intervenantes et intervenants elles ont un retour là. Donc vous n'êtes pas obligés sans arrêt de vous retourner. Voilà, c'est plus pratique pour vous, je le signale, tout simplement. À vous la parole. Monsieur Ettinger, vous avez ce qu'il faut, oui. L'axe 2, je vais vous présenter l'axe 2 qui s'intitule Couplage des cycles biogéochimiques dans un contexte de changement planétaire. Alors c'est un axe que j'ai le plaisir de co-animer avec... C'est mieux et je vais regarder là-haut du coup. Donc c'est un axe que j'ai le plaisir de co-animer avec Lionel Aleto qui est dans l'UMR Agir. Lionel, voilà, Lionel est là-haut. Avec Stéphane Attenschwiller qui est au CEF. Alors Stéphane fait une petite pause pour quelques mois, donc il n'est pas là aujourd'hui avec nous. Et donc moi-même, moi qui suis chercheur à l'UMR Equaisol à Montpellier. Donc petit rappel là aussi un peu de contexte. Ce que j'ai mis comme illustration ici, c'est la dernière mise à jour là, des limites planétaires. Qui font apparaître depuis que le concept a été mis en évidence. Hein. D'abord, un effet, un dépassement des limites planétaires concernant l'érosion de la biodiversité, qui est en haut, la Biosphere Integrity, et puis également les cycles biochimiques de l'azote, du phosphore. C'est connu, mis en évidence depuis 2009, le premier papier autour des limites planétaires. Cette dernière mise à jour souligne des avancées en termes de quantification de ces limites sur d'autres aspects. Novel entities, en haut, c'est les polluants, en fait. On voit aussi des choses apparaître concernant l'eau. Voilà. Donc, je pense que c'est un cadre intéressant dans lequel situer nos problématiques. Alors, notre objectif à nous, dans l'axe 2, c'est de comprendre les mécanismes de couplage. Là, sur cette représentation, on sépare un peu les choses, l'azote, le phosphore, le carbone. Nous, l'objectif, c'est avant tout de s'intéresser au processus qui couple ces cycles, carbone, azote, phosphore, en premier lieu, mais aussi d'autres éléments. Et puis, d'essayer d'interagir aussi avec le cycle de l'eau, de comprendre aussi les interactions entre ces grands cycles et le cycle de l'eau, évidemment dans le contexte de ces changements globaux. Alors on s'intéresse nous aussi à un continuum, il est plus restreint que dans l'axe 1, puisque c'est quand même beaucoup sur, cette fois-ci, les environnements, les écosystèmes terrestres. Donc le continuum, on le présente plutôt de cette façon-là, c'est-à-dire du sol à l'atmosphère, en passant par les organismes vivants, et bien entendu les organismes vivants dans le sol d'abord, les communautés microbiennes, la faune du sol, les plantes, et puis aussi les organismes qui sont à la surface des sols dans les écosystèmes. Le focus particulier qu'on met en avant dans cet axe 2, c'est les questions évidemment prégnantes de stockage de carbone et de leurs contraintes stoichiométriques en interaction avec le cycle de l'eau. L'idée évidemment d'essayer de promouvoir le stockage du carbone dans les sols et plus généralement dans les écosystèmes, alors en s'intéressant à la fois aux sols, aux écosystèmes agricoles, forestiers et urbains. Et ensuite, voilà, j'ai 2 diapos pour présenter un petit peu plus en détail ce qu'on espère voir émerger au terme de ce PEPR. Donc des résultats attendus sur différents volets. Le premier, c'est plus en lien avec des approches de modélisation. L'idée sur les modèles de cycles biogéochimiques d'avancer en termes d'intégration des formalismes de couplage, d'amélioration des formalismes de couplage qui existent déjà. Le deuxième point, c'est de progresser en termes d'identification, de quantification des contraintes stoichiométriques sur les différents pools auxquels on s'intéresse au sein des écosystèmes à la fois agricoles, forestiers et urbains. Le troisième point qui est mis en avant ici, c'est une meilleure compréhension derrière ces contraintes stoichiométriques, ces processus de couplage, du rôle des organismes vivants, en particulier dans la dynamique des pools de carbone et leur couplage au cycle des nutriments. Une deuxième diapo concernant les
grand résultat attendu, c'est s'intéresser d'une part à l'impact des changements d'usage et des pratiques de gestion dans ces écosystèmes, encore une fois, agricoles, forestiers, urbains, leurs impacts sur le stockage du carbone et les couplages avec les cycles, notamment des nutriments majeurs, mais aussi le cycle de l'eau, ce n'est pas écrit ici, à différentes échelles spatiales et temporelles. Alors, illustrer ici des échelles qui peuvent être celles de la parcelle, d'une portion de territoire plus ou moins vaste. Mais en fait, c'est plus large que ça. On commence à des échelles quasiment moléculaires et on peut avoir l'ambition de s'intéresser à ces questions de couplage jusqu'à l'échelle globale. Et puis l'autre point important, c'est d'appréhender les questions d'impact des changements globaux, y compris les changements de système alimentaire, absolument essentiels à prendre en compte quand on s'intéresse à des grands cycles comme celui du carbone, de l'azote, du phosphore, et donc sur l'impact de ces changements sur les cycles, leur couplage et les contraintes stoichiométriques qui sont derrière ces couplages. Je n'avais pas fait exprès, mais je vais échapper à la question piège puisque j'ai mis ici seulement les projets lauréats qui sont liés à l'axe 2. Donc il y a 3 projets sur les 6 qui ont été retenus là, qui sont en lien avec l'axe 2. Le projet Canette, donc, qui s'intitule Efficience de l'utilisation microbienne du carbone et des nutriments du sol dans les écosystèmes terrestres gérés par l'humain. Le projet Drought4Sea qui concerne les impacts de la sécheresse sur les flux et stocks de carbone des écosystèmes forestiers, cette fois-ci spécifiquement, avec des approches à la fois expérimentales et de modélisation. Et puis le troisième qui a déjà été mentionné par Julien, qui est à cheval sur les axes 1 et 2, projet PEACE, changement des écosystèmes à pergélisol dans l'Arctique, donc qui est sur le cycle, qui concerne le cycle du carbone et des nutriments dans ces environnements terrestres et aquatiques singuliers. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hensinger. Juste question de néophyte. Vous vouliez applaudir. Je sens que quelqu'un voulait applaudir. Il faut combien de temps pour... Allez-y, faites-vous plaisir. C'est une vraie émission de télé, Faire Carbone. Combien de temps il faut pour élaborer un axe scientifique comme celui-ci ? Les idées viennent vite. Alors moi, je suis très à l'aise pour en parler parce que je n'ai pas participé à la... C'est pour ça que je vous pose la question à vous. Non, mais ce projet, c'est un projet de longue haleine, on peut le dire. Ouais. Et donc, il y a une construction dans la durée. Les collègues impliqués, alors c'est plutôt Lionel et Stéphane qui étaient là dès le début, ont participé à la construction de l'axe dès le début du projet. Donc, on le rappelait hier, c'est l'année 2021. Donc là, c'est quand même une journée qui voit aboutir. C'est une journée importante parce que c'est la première occasion de réunir tout le monde au-delà du périmètre des animateurs et des gens impliqués dans la construction du projet. Merci. C'est là qu'on attend effectivement la séquence suivante d'échange avec les porteurs de ces... Avec les porteurs d'enjeux, voilà, on va leur donner la parole très vite dès la fin de cette matinée. Mais avant cela, il nous reste à découvrir ou à redécouvrir les autres axes scientifiques. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à la personne qui va présenter l'axe 3. Voilà, alors soit Xeni Johnson, soit Julien Deménois. Et c'est pour parler de développement de la production et de la mobilisation de la biomasse végétale. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, vous avez remarqué, ce n'est pas Xeni Johnson qui va vous présenter l'axe 3, c'est Julien Deménois. Donc, on a préparé cette présentation tous les deux. On co-anime, Xeni et moi, donc, cet axe 3 qui s'intitule donc, Développement de la production et de la mobilisation de la biomasse végétale. Cet axe, alors on aurait aimé pouvoir vous parler des projets qui ont été sélectionnés, retenus dans le cadre de la vague numéro 1 de l'appel à projet. Malheureusement, aucun projet au final n'a été sélectionné. Donc pour information, il y avait 16 lettres d'intention qui ont été reçues, qui émargeaient, on va dire, sur l'axe 3, entre autres. 6 projets complets qui ont été au final déposés, évalués, et malheureusement, aucun projet retenu. Voilà, donc là, en fait, la présentation qu'on a prévue aujourd'hui, je dirais, elle est plus axée sur les termes de référence du nouvel appel à projet qui a été ouvert lundi dernier, pardon,
pour lequel il y a eu un premier webinaire lundi également dernier, et qui est ouvert jusqu'à la mi-janvier, si je ne dis pas de bêtises. Alors, voilà. Alors déjà, quelques éléments de contexte pour expliquer l'insertion en fait, de cet axe 3 par rapport à la problématique générale de fer carbone. Alors, on retrouve cette figure, ce diagramme qui a été, je pense, déjà largement présenté, mais juste pour rappeler que l'axe 3, on va dire, il essaie de répondre, en tout cas de contribuer à répondre à une sorte d'équation assez complexe qui est de parvenir à augmenter la production de biomasse végétale euh, à des fins à la fois d'alimentation, d'utilisation d'énergie ou de valorisation de la biomasse, par exemple dans la construction, on peut penser, afin d'augmenter aussi les puits de carbone terrestres. Donc là, c'est la petite flèche, le Net Terrestrial Uptake, tout à gauche. Ça peut être au niveau de la biomasse végétale, mais aussi au niveau des sols en particulier. Et tout cela en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour cela que je disais que l'équation est quand même assez complexe. Et, et en même temps, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, c'est un peu un impératif en fait, de parvenir à augmenter effectivement cette production de biomasse, comme on a pu le voir notamment hier à travers la présentation de Valérie Masson-Delmotte. Donc cet axe 3, il se focalise sur ce défi-là. L'objectif, c'est de pouvoir, à travers les projets qui seront financés sur cet axe 3, de pouvoir modéliser, prévoir, proposer des solutions pour répondre à cet enjeu d'augmentation de production, de limitation des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation des puits de carbone naturels. Et en fait, on a identifié un certain nombre de questions scientifiques, entre autres choses, que vous pourrez retrouver dans les termes de référence de l'appel à projet. La première question, on va dire, elle a trait plutôt à tout ce qui est autour de la mobilisation des ressources, de l'utilisation des ressources, en commençant déjà par la lumière, au niveau de la photosynthèse, de voir s'il est possible en fait, d'augmenter l'efficience de la photosynthèse, d'accroître la photosynthèse, l'utilisation également de l'eau et la mobilisation des nutriments, en particulier l'azote, le phosphore ou le potassium, pour cette production de biomasse. Également, un focus particulier autour du rôle des racines, dont on sait qu'elles peuvent jouer un rôle absolument majeur en termes de séquestration de carbone dans les sols en particulier. Parvenir à mieux quantifier en fait, l'efficacité du rôle des racines des plantes. Donc. Également, et ça c'est important de ne pas l'oublier, il y a également le rôle des algues. Et pour information, en fait, dans la vague 1, on avait reçu en fait, plusieurs propositions qui s'intéressaient également au rôle des algues pour accroître cette production de biomasse. Donc ça fait totalement partie de cet axe 3. Et donc là, on voit qu'on a l'interface aussi avec le PC5, potentiellement, l'axe 1 également. Et puis également des aspects relatifs à la résilience des écosystèmes terrestres dans un contexte de changement climatique, avec donc l'augmentation des épisodes de sécheresse en particulier, et de manière plus générale, en fait, la réaction des écosystèmes terrestres à ces événements extrêmes qui sont complètement dans le périmètre de l'axe 3. Et puis sur le volet relatif à la mobilisation accrue de la biomasse, se pose notamment la question de la viabilité économique, d'itinéraires techniques, organisationnels en fait, pour parvenir à mobiliser davantage de biomasse. Voilà, encore une fois, que ce soit à des fins alimentaires, à des fins de construction, à des fins d'énergie en particulier. Alors, dans les termes de référence de l'appel à projet actuel, vous pourrez voir qu'il y a trois échelles qui sont, ou trois niveaux d'intervention en fait, qui sont mentionnés. Et ce que l'on souhaiterait, dans la mesure du possible, on va dire, c'est qu'en fait ces trois niveaux soient, dans les propositions qui soient soumises, soient abordés. Alors ils pourront être abordés avec un curseur positionné un petit peu, plus ou moins sur un ou l'autre de ces trois niveaux d'intervention, mais on insiste sur le fait que ce qui est attendu, notamment dans le côté structurant qui est attendu du PEPR, c'est que ces trois dimensions-là puissent être autant que possible abordées simultanément. Alors les trois niveaux, quels sont-ils ? Le premier,
c'est de s'intéresser à tout ce qui se passe à l'échelle moléculaire, on va dire, en particulier au niveau des plantes, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Et donc là, ça renvoie en particulier sur tout ce qui est autour de la photosynthèse, en particulier des mécanismes d'allocation du carbone au sein des plantes, des régulations, des stress abiotiques en particulier. Donc ça, c'est une échelle très, très fine, j'aurais envie de dire. Il y a une échelle plus système qui peuvent être donc les systèmes de culture, mais aussi les forêts. Les forêts sont totalement incluses également dans cet axe 3. Et donc de réfléchir en termes de conception des systèmes de culture pour aller vers davantage de captation de CO2 en particulier, ou vers des systèmes qui soient plus résilients aux effets du changement climatique. Et donc là, ça renvoie aussi, et notamment, à des questions autour de l'utilisation, l'efficience d'utilisation des ressources, que ce soit l'eau ou les minéraux, donc ça, les nutriments. Donc ça renvoie aussi en partie vers l'axe 2 et le couplage des cycles biogéochimiques. Et puis le dernier niveau qui est celui sur la mobilisation de la biomasse, et donc de s'intéresser aux impacts de cette mobilisation accrue ou cette utilisation plus importante de la biomasse, que ce soit en termes d'impact, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas uniquement, également sur les autres impacts environnementaux de cette mobilisation accrue. Voilà, donc c'est les 3 niveaux qui sont à aborder dans le cadre de cette action. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Demesnoy. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question de la raison pour laquelle vous n'avez pas eu autant de projets déposés. Notamment parce que vous êtes en train d'imaginer une deuxième vague. Donc peut-être qu'il y a des leçons que vous avez tirées du premier, de la première vague d'appel, enfin appel à projet, pardon. Qu'est-ce qui, d'après vous, n'a pas fonctionné ? C'est encore une fois une question de néophyte. Je mets les pieds dans le plat exprès. Je me doute bien que ce n'est pas très agréable, mais je suis aussi là pour problématiser, vous faire problématiser des choses. Alors déjà, on savait qu'en donnant ces informations, on donnait le bâton pour se faire battre, on va dire, pour poser cette question-là. Mais il n'y a pas de jugement là, c'est juste essayer de comprendre. Non, en fait, on n'a pas vraiment, je pense, d'explication très, très, très claire en fait sur pourquoi moins de lettres d'intention, pourquoi moins de projets, par exemple, déposés sur cet axe-là. Probablement que la problématique est notamment le fait de chercher à faire le grand écart entre différentes échelles, notamment l'échelle moléculaire et puis l'échelle des systèmes de culture. C'est peut-être pas vraiment une habitude, on va dire, dans nos communautés de recherche de travailler ensemble. Donc ça peut peut-être une question de pluridisciplinarité derrière aussi qui n'est pas suffisamment. C'est peut-être une question de cloisonnement actuel en fait des communautés qui fait que voilà, c'est pas forcément évident d'arriver à regrouper des collectifs qui sont en mesure d'appréhender collectivement ces enjeux-là. Et après, il y a des choses qui sont, je dirais, totalement en dehors de notre ressort, c'est-à-dire par rapport à l'évaluation des projets qui a été faite. C'est fait par un comité externe, indépendant. donc on n'a pas vraiment de retour par rapport à eux, l'appréciation qu'ils ont pu faire des projets. Parce que nous, il y en avait qui nous plaisaient beaucoup. Oui. Merci pour votre franchise, c'est important, ça fait avancer le schmilblick, comme on dit. Merci beaucoup. On va donner la parole à la personne qui va représenter. Vous pouvez me donner le micro, merci. Le 4e axe. Ah, il y avait une suite. Voilà. Stéphane Decara, voici un micro. Merci. On vous écoute avec plaisir. Merci, bonjour à tous. Donc Stéphane Decara, INRAE, je co-anime l'axe 4 avec Cathy Laroche-Duprat et Hervé Guillaumard qui ne peut pas être avec nous. Et il a de bonnes raisons de ne pas être avec nous. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ok, donc je voudrais, en guise de contexte, je vais commencer par pointer quelques paradoxes qui font écho à la présentation qu'a donnée Valérie Masson-Delmotte hier. Je ne sais pas vous rappeler l'urgence de l'action climatique avec ce paradoxe que si vous regardez la trajectoire d'émissions, il ne se passe rien. Depuis 40 ans, il ne se passe rien. Et ce, malgré une avancée des connaissances importantes dans tout ce qui est à la fois climato et cycle. Dans le même temps, et ça Valérie Masson-Delmotte l'a bien montré aussi hier, on a des solutions. Du côté de l'offre, alors quand je dis offre, je pense agriculture, forêt, du côté de la production de biomasse qui va dans les systèmes alimentaires ou non alimentaires d'ailleurs, mais aussi de la demande, du côté des régimes alimentaires par exemple. Et donc ces solutions existent, mais le paradoxe c'est que l'adoption de ces solutions est très très faible, d'où le résultat sur les émissions, et les résistances par rapport à l'adoption de ces solutions
peuvent être très très forts. Confère, taxe carbone, gilet jaune, si vous voulez penser à ça. On sait aussi qu'on a un rôle central des écosystèmes continentaux et notamment de l'agriculture, de la forêt et des usages des sols en général. Et c'est paradoxalement le secteur peut-être sur lequel on a le moins de politiques actives, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, par rapport au secteur énergétique, par exemple. Et le dernier paradoxe qui motive un peu l'existence finalement de cet axe, c'est que les verrous qu'on peut imaginer pour ce que j'ai dit au-dessus, ils viennent très largement du comportement des agents économiques à tous les niveaux et des politiques publiques. Si vous voyez la présentation de Valérie Masson-Delmotte, à chaque fois, il y avait en sous-texte, il n'y a pas assez de volonté politique, ou il y a un manque de courage politique, c'est souvent ce qu'on entend sur ces questions-là, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. En fait, il y a un point aveugle dans cette présentation, un petit peu comme s'il suffirait de poser une politique pour que les résultats au-dessus soient... et que les hommes politiques n'auraient pas... les hommes ou les femmes politiques n'auraient pas suffisamment de courage pour poser ces politiques. Et en fait, derrière ça, il y a quand même le comportement des agents économiques en réponse à ces politiques, et puis différents instruments de politique publique qui n'ont pas forcément ni les mêmes propriétés, ni la même efficacité, et c'est ça qu'il s'agit d'évaluer. Et donc le paradoxe ici, c'est que ces verrous sont principalement, on va dire, d'ordre économique ou politique, et que l'économie et les sciences sociales sont souvent représentées en deuxième rideau, ou en tout cas bien moins représentées dans l'ensemble des recherches sur le secteur. Alors même qu'il y a une communauté importante là-dessus. Donc l'idée de cet axe, finalement, c'est de mieux comprendre, modéliser, on a mis l'accent sur la modélisation comme outil de dialogue interdisciplinaire, sur le triptyque comportement, politique publique et évaluation des impacts environnementaux et économiques. Et les objectifs, c'est donc de développer des recherches sur ce triptyque en s'appuyant et en contribuant aux infrastructures qui sont par ailleurs générées ou utilisées dans Faire Carbone, et de mobiliser une communauté scientifique, notamment en économie, mais aussi plus largement en sciences humaines et sociales, autour de ces questions. Donc si je détaille un petit peu, ça va les grands défis auxquels on est confronté, c'est de fournir les incitations à travers les instruments de politique publique qui permettent de déployer de manière efficace les solutions dont on a parlé dans les secteurs agricoles, forestiers, alimentaires, d'évaluer les impacts économiques et environnementaux des instruments de politique climatique notamment, mais aussi des autres politiques, d'intégrer, on a mis pas mal l'accent là-dessus, l'ensemble des systèmes alimentaires, c'est-à-dire à la fois ce qu'on peut faire du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande et notamment des régimes alimentaires, et de regarder aussi précisément, enfin plus précisément qu'on ne le fait aujourd'hui, tout ce qui se passe dans la chaîne de transformation et de distribution, et puis de développer les capacités de modélisation, j'en ai parlé juste avant. Donc si on reprend le triptyque, modéliser les comportements, ça veut dire regarder à la fois ce qui se passe, comment les agents peuvent réagir, et du côté de l'offre, des usages des sols, des pratiques agricoles, des pratiques forestières, et de la demande, des régimes alimentaires en fonction des signaux de prix, de politique publique et de revenus principalement. De regarder ce qui se passe dans les chaînes de valeur, transformation, distribution, mais aussi les impacts et les retours potentiels à travers les marchés internationaux. On en voit l'importance dans ces 2 dernières années. De prendre en compte l'hétérogénéité, notamment spatiale, et en fonction des revenus, dans les réponses du côté de l'offre et de la demande, et d'articuler atténuation et adaptation. Il s'agit aussi d'évaluer, de mettre en place les méthodes d'évaluation des politiques publiques, à la fois économiques et environnementaux, d'évaluer à partir de simulations, donc ex-ante, avant la mise en place des politiques, leurs résultats, mais aussi d'évaluer les instruments de politique mis en place en regardant les choses après coup, ex post. D'évaluer des instruments économiques de différentes natures, et là on a un éventail d'instruments possibles qui est très large et qui mérite d'être regardé en détail, d'intégrer les impacts sur les marchés agricoles, alimentaires et fonciers notamment,
et puis de regarder les conditions de déploiement de ces instruments en termes d'acceptation, d'adoption quand on parle de schéma volontaire, de carbon farming par exemple, ou de dispositifs de monitoring, reporting et vérification quand on regarde des instruments de type volontaire. Et puis, cette évaluation, elle doit être enrichie, au-delà bien sûr des seules implications pour le climat, sur le fonctionnement des écosystèmes dans leur ensemble, avec des possibles interactions, compromis, synergies qui ont été un peu évoqués par Valérie Masson-Delmotte hier, en prenant en compte l'hétérogénéité, et notamment l'hétérogénéité en termes d'effets redistributifs que peuvent avoir ces politiques. Alors, en guise de conclusion, l'idée, c'est un peu d'inverser le paradigme habituel, ce qu'entre nous, des fois, on appelle le syndrome du WP5, c'est-à-dire où on fait un beau projet de cycle du carbone, et puis à un moment, on se dit, il faut un peu d'économie là-dedans, et donc, est-ce qu'on va trouver un économiste de service qui va faire le WP5, qui va nous permettre de faire de la socio-éco, sciences politiques, scénario, agrégation, etc. Donc, c'est d'inverser et de mettre les disciplines qui sont, je pense, importantes pour comprendre les verrous au cœur des projets, de structurer une communauté et de reposer ça sur des avancées récentes en termes méthodologiques, notamment statistiques, qui peuvent être utilement couplées avec les données et les modèles développés dans Faire Carbone. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Carra. Alors, cette communauté, elle se structure facilement ? Ben non, parce qu'un aspect que j'ai pas évoqué, c'est que comme dans le cas de l'axe 3, on avait 2 projets en shortlist dans le premier appel d'offres, appel à projet, mais malheureusement 0 qui sont dans la liste qui sont ici. Une des difficultés, je devance la question, une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a une communauté qui est relativement petite, en termes de nombre, par rapport à ce qui se passe dans d'autres disciplines, et qui est sursollicitée parce que les questions, on peut les décliner, les questions que j'ai mises là, on peut les décliner pour la forêt, on peut les décliner pour la sélection variétale, on peut les décliner pour l'ensemble des PEPR qui seront présentés aussi peut-être tout à l'heure, plus tard dans la journée. C'est-à-dire qu'une partie de cette communauté en SHS est déjà active sur d'autres PEPR, par exemple, ou d'autres programmes ou d'autres actions. C'est une des Au-delà de cette question numérique, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question plus qualitative ? Est-ce que c'est facile de faire se parler ensemble les disciplines si différentes, qui parfois n'ont pas un point de vue similaire, ne serait-ce qu'en termes d'objets à adresser sur ces thématiques ? Non, c'est aussi un élément qui a sûrement à jouer. Il y a aussi un élément qui tient à la qualité des projets peut-être qu'on a eu. Enfin, faut pas non plus. Mais il y a cet élément-là joue certainement avec une difficulté, une distance plus grande peut-être entre pour les faire interagir et les faire interagir sur un pied d'égalité notamment. Cela dit, c'est vrai qu'il y a cette distance, mais que ce soit en termes de modélisation, de statistiques ou d'utilisation de données, je pense qu'il y a un terrain commun et un terrain de jeu commun qui peut être très fertile. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer cet axe 4. On va dans quelques instants passer à la présentation des projets lauréats de l'appel à projet Faire Carbone. Mais avant ça, on va demander, si vous en êtes d'accord, à Sylvie Recou, voilà, qui est juste là, de nous parler de la démarche. Merci. C'est moi. Voilà, donc gros bouton vert pour avancer. Voilà, et donc presque tout a été dit. Mais donc je reviens rapidement sur cette première vague de l'appel à projet de Faire Carbone. D'une part pour dire, donc vous avez vu les animateurs des axes, donc c'est avec eux, certains d'entre eux étaient là dès le début de la conception de Faire Carbone, nous ont aidés avec Pierre à rédiger Faire Carbone, mais après ont participé à la rédaction de l'appel à projet de la vague 1 et puis de la vague 2 qui sera présentée par Patricia en fin de séquence. Donc, ah oui, je vais regarder là. Donc, en fait, je récapitule, mais presque tout a été dit. En fait, nous avons eu 50 lettres d'intention déposées en juin 2022 qui ont été regardées, on dirait évaluées, mais c'était surtout avec des avis et des recommandations par l'équipe d'animation et la direction. Et donc, de ces 50 lettres d'intention, il y a eu 35 lettres qui ont été invitées à déposer un projet complet
éventuellement avec une suggestion de fusion. Ça a été indiqué pour l'axe 1. C'était en juillet 2022, la deadline. Donc, bien sûr, hein, c'est l'ANR, on ne l'a pas dit ce matin encore, mais vous le savez, qui gère cet appel à projet. Et donc, ensuite, il y a eu la deadline était en décembre 2022. Et donc, même nous n'avons pas su. Après, donc l'ANR a réuni un jury international basé sur des noms que nous avons donnés. Nous en avons donné beaucoup. En fait, pour avoir une dizaine de membres du jury, il faut plutôt envoyer une centaine ou une soixantaine de propositions. Hein. Beaucoup refusent et beaucoup ne répondent pas. Donc, en fait, ce jury, nous, après, on l'a connu très tardivement. Hein. Donc, c'est indépendant de la direction et de l'équipe d'animation. Et donc, en fait, 18 projets complets ont été déposés. Ça aussi, nous l'avons su. Nous n'avons pas su spécialement, puisque ça dépend des chercheurs en décembre. Et donc, s'est installée une phase d'audition. Le jury a décidé d'auditionner un certain nombre de projets. Et donc, en fait, les meilleurs des 18 projets. Hein, donc, il y a eu 12 projets auditionnés en mars 2023. Donc, en fait, les 6 projets non auditionnés, finalement, c'était une sorte de note C, hein, même s'il n'y avait pas de note vraiment. Mais donc, ils étaient finalement éliminés à ce stade. Et puis, sur les 12 projets, donc 6 projets ont été retenus. Ces projets que vous allez voir juste après. Donc, la répartition, elle a été évoquée. Vous voyez que finalement, c'était Julien qui nous l'avait dit, il y avait pas mal de projets de l'axe 1. Ça représentait 44% des 18 projets. L'axe 2, assez important aussi, 28%. Et puis, beaucoup moins de projets. Donc, il n'y a pas de projet passé d'axe 3 et 4, mais il y avait aussi moins de projets déposés. Et donc, finalement, peut-être moins de chances d'avoir un projet qui passe. Donc, ceci, c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, les projets lauréats, je ne vais pas les présenter puisqu'ils vont être présentés juste après. Mais vous voyez ces projets on a juste indiqué le logo du coordinateur du projet. Mais vous verrez que ce sont des projets, donc l'appel à projet, mais ça sera la même chose pour la vague 2. Hein. On cherche finalement vraiment à lever des verrous de connaissances. Donc, il y a une prise de risque, il faut la prendre, il faut expliquer pourquoi quand même, il faut qu'elle soit viable, mais il faut vraiment que ça soit structurant. Donc, on a parlé tout à l'heure du changement d'échelle, mais ça peut être aussi de l'interdisciplinarité. Et finalement, donc là, il y a des logos, mais vous verrez que derrière, c'est des projets qui réunissent des communautés diverses et un grand nombre souvent de laboratoires qui assemblent leurs compétences ou qui assemblent leur terrain d'expérimentation ou qui combinent leurs modèles aussi. Voilà, donc ils vont être présentés dans cet ordre, je crois. Mais vous avez sûrement une question piège pour... Eh bien, pas du tout. Je ne me permettrai pas. Non, je n'ai pas de question piège. Peut-être, à titre personnel, votre satisfaction quand vous avez lancé Faire Carbone avec le reste de l'équipe il y a quelques temps déjà. Est-ce que vous imaginiez cette réalisation-là? C'est quand même des choses concrètes qui se lancent. Ça va être satisfaisant quand même. Donc, oui, c'est quand même un peu une question piège parce qu'on n'a pas préparé la réponse avec les... Toutes mes questions sont-elles pièges? Est-ce une question piège? La satisfaction, c'est ces 6 projets. Hein, on va les voir. On est très contents. On était un peu déçus parce qu'on n'a pas utilisé. Finalement, il y a eu moins d'argent distribué que ce qui était prévu. C'est-à-dire, on aurait pu avoir 7 ou 8 projets qui soient lauréats. Et donc, il y avait 11 millions d'euros. Et finalement, là, est consommé, entre guillemets, 9 millions d'euros sur ces projets. Donc, on est un peu en dessous de ce qui était possible. Donc, on était un peu déçus. Et le restant sera utilisé pour la vague 2, ce qui est positif, c'est que cet argent, il n'est pas perdu. Il est remis sur la vague 2. Voilà. On a avancé la vague 2 pour que la dynamique est presque... il y a un an de décalage, mais voilà, ça sera présenté tout à l'heure par Patricia. Donc, la satisfaction... c'est d'avoir pu, et je dois dire, je ne sais plus si, oui, sûrement, qu'avec, il y a Stéphanie qui représente l'ANR, que l'ANR, dans cette aventure, est très réactive, a bien compris avec nous l'intérêt d'avancer la vague 2 par rapport à ce qu'on avait imaginé initialement un peu plus tard.
de recentrer l'appel à projet. Bon, Patricia redonnera des explications, mais donc c'est bien une construction commune pour que les projets démarrent. Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de recadrer justement cet appel à projet. Et il est temps maintenant d'entendre donc les. Merci beaucoup, Sylvie Recou. Maintenant, on va donc entendre les 6 projets lauréats, à commencer par Cabestan, qui va être présenté par M. Anschutz. Le cycle du carbone de l'interface terre-mer dans le contexte des estrans et des zones humides du littoral des façades atlantiques et Manche. Et tout ça en maximum 10 minutes. Dites donc, qu'est-ce que vous êtes préparés, hein? Je vous laisse la parole. Alors, la règle du jeu, c'est 10 minutes pour chaque intervention. Si éventuellement vous avez une question qui vous brûle les lèvres, on la prendra si elle est très courte. Mais bien sûr, vous l'avez compris, c'est surtout au moment de la session poster des projets lauréats que vous pourrez dialoguer véritablement avec chacun des porteurs et chacune des porteurs de projets. Bonjour à tous. Donc, le projet Cabestan s'intéresse au cycle du carbone dans les zones intertidales. Alors du coup, ça exclut la Méditerranée, il n'y a pas assez de marée pour ça. Mais donc, on va travailler sur les zones intertidales de la métropole, donc sur la façade Manche-Atlantique. Donc, c'est un projet qui réunit différents partenaires qui sont pour l'essentiel des laboratoires situés sur ce littoral, plus quelques autres laboratoires avec des compétences spécifiques. Ces partenaires représentent 30 permanents plus un certain nombre de contractuels. Et puis, si on compte ça en temps de travail, c'est toute une carrière, c'est 44 ans de temps plein consacré à ce projet. Donc, les objectifs principaux de ce projet, c'est d'apporter des nouvelles connaissances, avant tout, sur les processus qui régissent le cycle du carbone dans ces milieux particuliers que sont les zones intertidales et les zones humides côtières. Donc, les moyens, ça a été la structuration de cette communauté, des gens qui connaissent déjà plus ou moins ces environnements. Donc, on a une vaste couverture spatiale sur le littoral de la métropole française. Donc, on va travailler sur des sites qui sont relativement à proximité des laboratoires concernés. Donc, on va créer une base de données originale, je pense, parce qu'il manque pas mal de données sur ces environnements quant au cycle du carbone. Donc, on va travailler sur des processus et sur des flux qui sont en lien avec le carbone. Donc, ce qui est intéressant dans ces milieux-là, c'est qu'on parle de carbone bleu. Donc, c'est un carbone qui peut être stocké à long terme dans ces environnements, essentiellement dû au fait que ces milieux peuvent être très rapidement anaérobies dans les milieux sédimentaires, et donc ce qui facilite la conservation et le stockage, la séquestration de ce carbone. Donc, on a à faire des processus de minéralisation anaérobie. On va générer des flux de méthane, des flux de CO2, des flux de carbone organique dissous. On va créer de l'alcalinité, et donc des flux d'alcalinité. Donc, l'ensemble de ces processus reste à être quantifié à petite échelle et à grande échelle selon les environnements. On a à faire des processus non stationnaires, parce qu'on est en milieu intertidal. On a différents cycles qui vont se superposer dans ces milieux-là. Donc, en termes de forçage, donc, on a ces cycles qui sont liés au climat, mais aussi au cycle de la marée, les cycles saisonniers, etc. On est dans un gradient de salinité, donc on a des milieux très hétérogènes de ce côté-là. On a des végétations variées selon les environnements. On a des forçages anthropiques liés à des aménagements, liés à l'eutrophisation, etc. Donc, l'idée de ce projet, le défi, c'est de prendre en compte toutes ces variables pour bien comprendre le cycle du carbone dans ces milieux-là et les processus de stockage de ce carbone. Donc, on a défini plusieurs questions originales qui vont nous animer pendant ces 5 ans du projet. Donc, des questions qui sont liées aux différents gradients que l'on va trouver dans ces milieux-là. Les gradients temporels, le gradient nord-sud lié à l'emprise de nos sites d'études, les gradients de salinité, les gradients d'eutrophisation et la diversité des substrats. Donc, pour commencer, pour le gradient temporel, les questions principales sont les suivantes. C'est finalement comment ces flux de carbone vont évoluer au cours de ces différents cycles. On parle de cycles courts, cycle marée haute, marée basse, les cycles lunaires pour les vives eaux, mortes eaux, le cycle jour-nuit, les cycles saisonniers. Et finalement, quel est l'impact de ces cycles courts que je viens de citer sur la séquestration à long terme du carbone? Donc, on va travailler sur les processus variables qui évoluent au cours de ces cycles courts et puis quel est leur impact finalement sur la séquestration.
concernant l'empreinte nord-sud, donc nos sites d'études se situent entre environ 44 degrés nord et 51 degrés nord. Donc on est en zone tempérée, mais ces différents sites ont des marnages différents. On a des cycles qui varient, des végétations différentes. Donc on va examiner ces différentes variables par rapport à la séquestration et au cycle du carbone. Le gradient de salinité, donc, nous fait poser plusieurs questions. Donc, comment ces processus varient-ils dans ce gradient de salinité? Il existe déjà des connaissances sur ces domaines-là, mais on va les quantifier sur des zones spécifiques que l'on va étudier. Existe-t-il une limite prévisible entre les zones qui sont sources d'alcalinité et sources de méthane? Ça, c'est très spécifique, mais c'est une question importante dans ces milieux-là. Donc, dans ce continuum, sachant que c'est un continuum qui est non stationnaire, et quel est l'impact de la migration du gradient de salinité sur la dynamique du carbone? Le gradient d'eutrophisation, ça c'est intéressant. Donc, les environnements eutrophes sont-ils aussi ceux qui stockent le plus de carbone? Ou bien ces environnements sont-ils simplement des zones où on a un turnover rapide de cette matière organique autochtone qui se crée dans les zones eutrophes, par exemple les zones à marée verte? Est-ce que ces environnements sont-ils responsables de flux de méthane plus élevés? Est-ce que ces environnements où les processus anaérobies sont exacerbés sont-ils des zones où les flux d'alcalinité, c'est une forme de stockage de carbone, est-ce que les flux d'alcalinité sont plus importants? Bon, ça va être quelque chose où on aura besoin de communiquer de manière assez prudente. Si on finit par trouver que les zones eutrophes stockent plus de carbone, il faudra qu'on fasse attention. Mais on n'a pas. Bon, c'est quelque chose une question importante. On a une thèse consacrée à cette affaire-là. Et finalement, diversité des substrats. Donc, les substrats les plus productifs sont-ils en fait ceux qui stockent le plus de carbone organique à long terme ou non? Et quels sont ceux qui minéralisent le plus efficacement la matière organique et quelle est l'origine de la matière organique séquestrée selon les substrats? Voilà, donc l'ensemble de ces questions finalement a permis de construire notre projet. Donc, il se divise en plusieurs tâches. Donc, on va travailler sur les processus biogéochimiques benthiques, c'est-à-dire les processus qui se déroulent dans le sédiment qui vont être responsables du stockage de carbone, la création de méthane, d'alcalinité, de carbone organique dissous. On va quantifier les flux. On va aussi faire donc un axe dédié à la séquestration sédimentaire de cette matière organique et l'origine de cette matière qui est séquestrée. Et puis, tout ceci correspond à des travaux à petite échelle, mais on va faire un upscaling, un changement d'échelle. Donc ça, c'est l'axe 5. Voilà, donc rapidement, pour résumer ces axes, donc les processus biogéochimiques, ça va être bien sûr un effort de terrain très, très important sur une dizaine de sites que nous avons identifiés. Donc là, on va travailler sur essentiellement in situ et puis sur des processus benthiques en récoltant des carottes sédimentaires, en faisant l'extraction des eaux interstitielles, etc. Donc, pour essayer de comprendre, de quantifier les processus anaérobies, sur cette diapo, je montre aussi des petits éléments concernant l'axe 4, donc, dans lequel on va essayer d'étudier la nature de la matière organique qui est séquestrée dans ces sédiments. Est-ce qu'elle est autochtone ou alloctone, en utilisant différents marqueurs. Les mesures de flux donc, vont être mesurées à plusieurs échelles. À l'échelle locale, par des méthodes d'incubation, donc des flux OR, au sédiment, R sédiment. À des échelles un peu plus grandes, avec des tours d'éco-variance et avec une technologie nouvelle, avec une méthode de LIDAR 3D en un site qu'on définira au cours du projet. On prendra aussi en compte un point important qui est le pompage tidal dans ces environnements. On a des flux advectifs importants, en particulier les flux d'alcalinité, qui peuvent compter dans le cycle du carbone liés à cette pompe tidale. Voilà, donc pour ce qui concerne les changements d'échelle, donc on aura un ensemble de données. Donc l'idée, c'est de faire un upscaling pour améliorer la compréhension liée à l'hétérogénéité des flux de CO2 et de méthane dans ces environnements. Je ne détaille pas cette diapositive. Et on aura aussi un aspect modélisation. En particulier, nos données permettront d'alimenter un modèle diagénétique non stationnaire qui résout le cycle du carbone dans le contexte d'un milieu intertidal.
Donc, pour finir, on a un échéancier qui est le suivant. Donc, la première année, on va surtout définir bien précisément les sites qu'on va choisir sur les différentes zones d'études. Nous allons également harmoniser nos protocoles des différentes équipes pour pouvoir comparer ce que nous allons faire sur différents sites. Puis après, le gros effort de terrain, ça va être l'année 2, 3, 4. Les parties upscaling et modélisation sont sur la fin. Voilà, donc pour finir, voilà, donc simplement pour résumer, donc on a un consortium de plusieurs personnes. Donc, en termes de faisabilité du projet, pensons que ça va être bien. Enfin, du coup, Cabestan nous a permis de... Faire Carbone a permis à Cabestan de réunir cette communauté pour faire ce projet à cette échelle-là. Donc, on a des questions scientifiques nouvelles et originales, nous pensons. Donc, c'est un projet ambitieux. On va avoir une base de données extrêmement riche. Et ceci va permettre de fournir des arguments pour poser des scénarios d'évolution du flux de carbone dans le cadre du changement global, mais aussi des arguments pour la préservation des zones humides, puisque nous aurons des liens étroits avec les gestionnaires des différents sites que nous étudions. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique en 10 minutes. Deux petites questions très rapides, vraiment très très rapides. Vous avez tout à l'heure signalé, mais c'est un point que je voudrais qu'on évoque tout de suite parce qu'on en parlera pendant la table ronde de cet après-midi. La question de la communication des résultats scientifiques, notamment sur le sujet de l'eutrophisation. Vous disiez que vous aviez une thèse sur le sujet. Juste un mot, comment se pose ce problème et sur quoi va porter exactement la thèse? Alors, la thèse, elle portera sur, dans les milieux intertidaux, quel est le rôle de l'eutrophisation dans les flux d'alcalinité vers l'océan. D'accord, c'est pas une thèse sur la réception, on est bien d'accord, d'un résultat scientifique par des externalités, par des extérieurs. On communiquera via les circuits classiques scientifiques, publications, colloques, mais selon les résultats, c'est sûr que si on dit que les marées vertes stockent du carbone, il faudra faire attention. Il ne faudra pas le dire comme ça. Oui, mais est-ce que ça s'anticipe, ça, dans un projet de recherche comme le vôtre, ou est-ce que ça se réfléchit à la fin, au moment où on a les résultats scientifiques? Et si ça s'anticipe, est-ce que ça s'interconnecte avec des démarches SHS, des chercheurs dont c'est le métier, je dirais, de réfléchir à ça? Il faudra être prudent, c'est tout. Bon, ça sera votre réponse. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. On va continuer, à moins qu'il y ait une question, mais je pense qu'on profitera peut-être de la session poster pour les échanges. Merci mille fois, Monsieur Anschutz. On va parler de Canet, efficience de l'utilisation microbienne du carbone et des nutriments du sol dans les écosystèmes terrestres gérés. Et pour ça, Madame Lazermella, vous avez tout ce qu'il faut. Ah, vous aviez encore un tableau. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter Canet qui traite des efficiences microbiennes d'utilisation du carbone et des nutriments dans les sols des écosystèmes terrestres gérés. Donc, je suis ici avec des collègues Valérie Pau et Séverine Puty et finalement la quasi-totalité du comité de pilotage de Canet est également présent dans la salle, donc c'est super. Alors, un des défis auxquels l'humanité doit faire face, c'est donc d'assurer la productivité des écosystèmes tout en augmentant le stockage de carbone organique dans les sols, en augmentant l'efficacité d'utilisation des nutriments, en particulier l'azote et le phosphore, pour éviter l'eutrophisation, les risques de pertes dramatiques pour les aquifères et faire face à la pénurie des engrais qui se profilent. Alors, dans la boucle bien connue des cycles biogéochimiques des écosystèmes terrestres, les activités des communautés microbiennes hétérotrophes sont centrales. En particulier, les communautés microbiennes sont une des échelles du couplage des cycles biogéochimiques de par leur stoichiométrie, c'est-à-dire leur rapport en éléments, carbone, azote, phosphore en particulier. Et qui contrôle ces flux. Les conditions environnementales ont également une importance très importante parce qu'elles vont influencer la composition des communautés microbiennes qui vont s'établir avec des traits ou des caractéristiques physiologiques qui leur sont propres. Et donc, les communautés microbiennes ont en fait un double rôle. Ce sont à la fois les agents de la minéralisation des matières organiques, mais également elles contribuent à la rétention, à la stabilisation des éléments dans le sol.
Une des caractéristiques importantes, ce sont les efficiences d'utilisation de ces éléments, donc carbone use efficiency en anglais, qui représentent cette partition entre ces deux flux et donc qui sont au centre de l'intérêt de ce projet. Et notamment, le carbon use efficiency est un paramètre très important des modèles car il représente le rendement d'assimilation. Alors, les pratiques de gestion des agricoles et forestières, de par notamment l'utilisation de fertilisants, l'intensification ou l'homogénéisation des systèmes de production, ont introduit un découplage des cycles géochimiques avec une accumulation d'éléments sous forme minérale, donc azote, phosphore, une désynchronisation avec les besoins des plantes et donc des pertes dans l'environnement. Et donc, les différentes stratégies de gestion de ces nutriments que les humains vont mettre en place vont influencer l'établissement des différentes communautés microbiennes et l'héritage microbien, finalement, qui va avoir des efficiences d'utilisation du carbone différentes. Donc ça, c'est bien connu pour le carbone, mais aussi probablement des efficiences d'utilisation de l'azote différentes. C'est moins connu, on ne le connaît pas, c'est un des gaps de connaissances pour les écosystèmes terrestres gérés. Donc, le projet Canet se propose de combler en partie cette lacune de connaissances en caractérisant les efficiences d'utilisation de ces éléments dans les écosystèmes terrestres gérés et les facteurs de contrôle. Elle a également pour ambition d'explorer si ces caractéristiques sont liées au processus de stabilisation du carbone et de la rétention et la disponibilité des éléments, et si finalement cela compte pour les fonctions du sol qui sont liées au recyclage des matières organiques. Donc la grande idée du projet, c'est de savoir s'il y a vraiment un avantage à sélectionner des systèmes de gestion qui vont favoriser des efficiences d'utilisation du carbone et des éléments plus élevés. Donc les objectifs du projet sont de caractériser les réponses physiologiques des micro-organismes aux pratiques de gestion dans différents contextes pédoclimatiques, de comprendre les conséquences de ces réponses sur le couplage et le découplage des cycles, d'évaluer les impacts sur la stabilisation des éléments dans le sol et les efficiences d'utilisation de ces éléments par les plantes. Notre stratégie scientifique repose sur l'utilisation du couplage entre les cycles et l'utilisation des sites expérimentaux de longue durée et la modélisation. Donc, le projet se base sur les sites expérimentaux de longue durée où les pratiques et les conditions environnementales sont bien définies et sont stables et vont permettre de donner une image instantanée des différents facteurs et de l'héritage microbien. Et on va étudier en détail l'utilisation des ressources par les communautés microbiennes et les conséquences sur les flux des éléments, et utiliser la modélisation pour intégrer spatialement et temporellement ces processus. Alors, le projet s'organise avec un premier work package qui est dédié à la caractérisation de l'horizon de surface des sols de ces expérimentations de longue durée. Un deuxième work package qui va être centré sur l'étude des mécanismes qui sont liés aux efficiences d'utilisation du carbone et de l'azote. Un troisième work package dédié à la modélisation avec une première partie sur l'intégration des connaissances dans les modèles mécanistes avec pour ambition de comprendre, et un deuxième avec l'identification des caractéristiques les plus importantes et les boucles de régulation pour l'incorporer dans les modèles prédictifs, dans les modèles plus opérationnels. On n'a pas de Work Package 5, mais on a un Work Package 4 qui permet de prendre du recul. Donc, il y a pour ambition de prendre du recul et d'étudier l'impact des efficiences microbiennes sur les fonctions du sol, de production de biomasse, de stockage de carbone organique dans les sols et de fourniture en nutriments pour les plantes, et également une analyse multicritère.
Alors, le consortium de Canet rassemble des spécialistes des systèmes forestiers agricoles, des expérimentateurs et des modélisateurs, et pour les modélisateurs, des modélisateurs plutôt mécanistes et plutôt prédictifs, ainsi que des gestionnaires de sites. Il inclut 16 laboratoires qui appartiennent à 8 établissements académiques et 9 sites expérimentaux. Donc pour ces cycles expérimentaux, ils sont en France métropolitaine, répartis sur le territoire, soit en grande culture, soit avec des prairies temporaires ou permanentes, de l'agroforesterie ou des forêts. Et nous l'avons sélectionné également parce qu'ils présentaient au moins 2 traitements qui avaient des pratiques contrastées par rapport au cycle biogéochimique. Pour finir cette diapositive sur les résultats attendus du projet, les actions donc principalement de communication, la communication avec les parties prenantes et les impacts attendus. Alors, le résultat principal du projet est donc de contribuer à lever des barrières de connaissance sur le couplage des cycles biogéochimiques donc à petite échelle, les facteurs qui contrôlent et les mécanismes et les effets sur les fonctions du sol. Le projet permettra également de fournir des données ouvertes et des formalismes de modèles, au moins pour les modèles mécanistes, également ouverts, d'améliorer les modèles opérationnels. Et donc, le principal impact socio-économique du projet, la principale retombée socio-économique du projet repose sur le fait d'incorporer les modèles opérationnels dans les outils d'aide à la décision, qui pourront être utilisés par les agences environnementales, les praticiens, les décideurs politiques, afin de réduire les incertitudes dans les projections de carbone organique des sols et les scénarios de la bioéconomie. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est l'ensemble des collègues scientifiques du projet. Merci beaucoup. La Dream Team. Alors, justement, on va parler d'eux parce que, avant de donner la parole dans quelques instants à DeepSea, 16 laboratoires, des scientifiques issus de 16 laboratoires, issus de 8 établissements de recherche ou d'organismes différents. Ça s'anime comment, un réseau comme ça? Par des réunions. D'accord, merci beaucoup. On va passer maintenant. Non, mais quand même. Oui, donc il y a le comité de pilotage qui est composé des work package leaders de chaque work package qui se réunit régulièrement et on va. C'est un boulot en soi, je veux dire. Dans un projet comme celui-là, c'est une énergie particulière à dépenser pour que tout le monde avance à la même vitesse. L'information doit circuler, j'imagine, aussi rapidement que possible pour que tout le monde sache où on en est. À chaque fois. Ça, c'est business as usual pour nous. Ouais, rien de nouveau sous le soleil. Bon. Vous avez pour lancer Canet des journées à venir en préparation? Alors, le kick-off aura lieu les 8 et 9 février à Reims. Et pour préparer ce kick-off, on se voit le 20 et 21 novembre à Paris. D'accord. Bah, écoutez, on prend note. On peut se greffer éventuellement à ce type de... On peut assister. Merci beaucoup pour votre présentation. Et je vais donner la parole du coup à M. Limousin pour présenter Drought4Sea. Voilà. Carbon sink or methane source. C'est une erreur? Non, ce n'est pas M. Limousin qui vient faire la présentation. Toutes mes excuses. J'avais cru que c'était vous qui veniez. Bonjour. Et donc, vous êtes Jean-Philippe Génie? C'est ça. Et je vous laisse la parole pour 10 minutes avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, voilà le projet DeepSea qui s'intéresse au plan d'eau. C'est les systèmes lentiques. Je ferai un abus de langage et je parlerai des lacs. Donc, ce sont les systèmes aquatiques avec écoulement d'eau assez lent. Voilà, donc l'objectif, c'est de comprendre leur rôle dans le système climatique et le cycle du carbone. Voilà une représentation de la distribution des lacs dans le monde. Vous voyez qu'ils sont assez nombreux. On a 1,4 million de lacs à la surface de la Terre actuellement, de plus de 10 hectares de superficie. Vous voyez qu'ils sont surtout répartis sur le nord, c'est normal. Ils trouvent leur origine dans la dernière glaciation qui leur a donné vie. Et bon, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on vit un petit peu dans un âge des lacs actuellement. Donc on peut suspecter qu'ils aient un rôle quand même assez conséquent actuellement sur les cycles géochimiques. On a rappelé des ordres de grandeur
on pense que justement ils peuvent séquestrer et intégrer dans le cycle long, donc dans leurs sédiments du carbone et émettre des quantités significatives de CO2 et de CH4. Donc les impacts anthropiques sur les bassins versants et sur l'utilisation de ces milieux ont certainement modifié les exports de carbone vers les eaux et leur transformation. Donc c'est un petit peu l'objet de cette étude. Les eaux lontiques, donc les lacs, sont considérés comme une composante importante du système climatique. Par contre, on s'est rendu compte qu'il manquait des observations. Elles étaient encore assez sporadiques. Et l'objectif, c'est de densifier donc, le nombre de ces observations pour conduire à de meilleurs inventaires, notamment nationaux, de la séquestration et des émissions de GES. D'autre part, on s'est rendu compte que les dynamiques à long terme, donc sur plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années et davantage, les causes et les impacts sont encore peu connus. Donc c'est ce qui a motivé un petit peu ce projet et la constitution de ce consortium. Vous voyez l'objet de notre étude, c'est l'unité de base qu'on aborde. Elle est constituée d'un bassin versant avec des transferts de matière et un système lac qui concentre à la fois des émissions et de la séquestration. C'est les flèches vers le haut et vers le bas. Dans la littérature, on a remarqué que deux communautés très distinctes, donc des personnes qui travaillent sur les sédiments ou qui travaillent sur les émissions, disent tous deux que les émissions ou les flux augmentent, soit les flux d'émissions, soit la séquestration. Nous, ce qu'on va donc essayer de questionner, c'est justement l'équilibre entre ces émissions et cette séquestration. Et avec cette originalité également, c'est de travailler sur des échelles de temps assez longues. Le projet est constitué en 3 work packages. Vous avez 2 work packages dédiés à la collecte de données et de l'observation. Donc c'est le 1 et le 2, à la fois sur de l'observation directe et actuelle des émissions de GES sur les plans d'eau, et un work package 2 plutôt concentré sur la séquestration sédimentaire de carbone. Le 3e work package fait le lien entre les 2 premiers et voilà, orienté modélisation et introduit une partie modélisation bassin versant et une lac. Le dernier work package s'occupe à faire du réseautage. Voilà les questions, disons, de premier ordre qu'on va essayer d'aborder. Donc avec un objectif, c'est de mieux comprendre et modéliser le rôle des lacs dans le cycle du carbone et le système climatique, avec les questions en fait, de la variation temporelle et spatiale, des exports, transferts du carbone depuis les zones terrestres vers les milieux aquatiques. Donc on est vraiment à l'interface entre terrestre et aquatique. Puis de mesurer, estimer les impacts sur la séquestration, puis les émissions, et enfin aborder les facteurs de contrôle. Vous voyez, il y en a divers. En ce qui concerne la zone géographique d'étude, on a décidé de se concentrer sur l'échelle de la France pour ce qui est de l'observation, en se disant qu'on va faire moins de distance, donc c'est un petit peu moins coûteux déjà en carbone pour aller sur le terrain, en énergie, en temps, ce que vous voulez. Et donc, on va essayer de consolider ces inventaires nationaux. Vous voyez, les points, ce sont les réseaux sur lesquels on va essayer d'aller travailler et où il existe de la donnée déjà existante qui caractérise les systèmes. Pas pour le carbone, mais sur d'autres variables géochimiques. Donc, on va essayer de réutiliser ça comme capital pour venir compléter des bases existantes de données. Il y a ensuite de l'upscaling, où justement, on va essayer avec la modélisation de travailler à plus large échelle, Europe et puis mondiale. Voilà les diversités des systèmes étudiés. Donc on a parlé des lacs, mais en fait c'est les eaux lentiques. Donc ils concentrent des lacs naturels, des lacs d'altitude. Vous voyez des réservoirs de retenue, là une retenue EDF, des gravières et d'autres systèmes anthropiques. L'objectif étant de couvrir des gradients assez diverses d'occupation, de pression humaine, de conditions climatiques et d'usage des sols et de type d'eau lentique. Voilà, donc un work package qui va concentrer beaucoup de collecte de données. En un mot, voilà une description un petit peu plus précise du work package sur les émissions. Donc, bon, il y a 3 composantes principales à retenir que bon, c'est des campagnes de terrain pour mesurer des flux à l'interface des sédiments et de l'eau vers l'atmosphère.
Le second work package, donc plus orienté sur la séquestration, cette fois-ci sédimentaire de carbone, utilise des moyens de carottage pour aller chercher une archive sédimentaire que vous voyez ici, et qui permet de donner un accès à une temporalité qu'on n'a pas en utilisant uniquement des archives de surface. Donc, ces archives sédimentaires peuvent être datées. On peut reconstituer donc des chroniques temporelles. La grosse spécificité des systèmes lacustres, c'est qu'elles permettent de reconstituer, dans le meilleur des cas, des chroniques temporelles avec une résolution proche de la résolution annuelle. Ce sont des enregistrements continus. C'est vraiment quelque chose d'important dans ce projet. On a une stratégie donc, qui va consiste en fait à faire des inventaires de l'existant. Il y a pas mal de données qui concernent, donc vous voyez, des fossiles de pollen, des indicateurs de l'érosion, d'export de carbone, de séquestration de carbone, et qui vont nous permettre sur divers sites d'effectuer nos reconstitutions sur un large nombre de systèmes. Donc là, vous voyez à peu près une quarantaine, mais en fait, on en vise un petit peu davantage en collaboration avec le PC5, le Carbonium. On va essayer de caractériser l'origine de la matière organique et sa diversité spatiale, les facteurs de contrôle, etc. Un volet plus sur la temporalité va se concentrer également sur une quarantaine de sites, voire davantage, pour essayer de comprendre la variabilité sur à peu près la centaine d'années. Et enfin, un sous-échantillonnage sur des sites pilotes pour lesquels nous avons déjà une partie des données, notamment des datations, c'est ce qui coûte pas mal de temps lorsqu'on fait ces études, va nous permettre d'accéder à des échelles de temps beaucoup plus longues. L'Holocène, alors c'est à peu près une dizaine de milliers d'années, c'est très long. Alors pourquoi étudier ces périodes aussi longues? Est-ce que c'est pas un peu déconnecté de nos enjeux actuels? On considère que non, parce qu'encore une fois, c'est essayer de mieux comprendre le cycle long du carbone. Et c'est essayer aussi d'aller chercher les conditions de base avant les perturbations anthropiques. Donc de mieux caractériser, quantifier la perturbation anthropique du cycle du carbone. Et ça, pour les estimations globales, ça peut être quelque chose d'assez important. Enfin, un volet modélisation. Donc ça, c'est vraiment l'originalité. C'est vraiment de faire cette interdisciplinarité et le couplage entre ces deux approches. Voilà, je vais peut-être passer un petit peu rapidement dessus, mais bon, voilà, deux grosses composantes. Un modèle plutôt orienté bassin versant qui reproduit qui reproduit justement les mécanismes d'érosion de transfert et qui va essayer de simuler les exports de CNP vers les milieux aquatiques, et un modèle plutôt orienté lacustre qui va reproduire la séquestration et les émissions de carbone. Et bon, voilà, de différentes interconnexions entre les observations et la modélisation, soit à des fins de validation ou alors des fins de contrainte des modèles. Dernier work package, c'est juste pour parler du consortium. On est à peu près une quarantaine de personnes dans ce consortium de la France, et on entrevoit des collaborations internationales assez fortes, déjà des choses initiées avec le Canada. Voilà, un dernier mot concernant le planning et le déroulement. Donc un projet en 5 ans, avec une phase importante les 2 premières années, et je pense qu'il se poursuivra les dernières années, surtout sur de la collecte et de l'observation de données de terrain. On prévoit de commencer les premières campagnes de terrain dès octobre, et ça va compléter des inventaires de données qui ont déjà commencé. Voilà, et puis voilà ce qui concerne la modélisation, qui va s'appuyer justement sur ces collectes. Voilà. Donc, aller du local vers le global pour mieux comprendre, au final, le rôle des eaux lentilles dans le système climatique. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Jenny. Et pardon à Monsieur Limousin, qui présentera dans quelques instants Drought4Sea et non pas DeepSea. Il a été beaucoup question de données tout au long de cette présentation. Ça se stocke où? Ça se standardise? C'est une réflexion que vous avez, une réflexion spécifique sur la façon dont on agglomère, on collecte ces données? Parce qu'ensuite, il va peut-être falloir, bien sûr, les mutualiser, les partager. Oui, non, alors ça, c'est une question assez récurrente, et on n'a pas toujours toutes les réponses. Mais les collègues de données vont intégrer un plan de gestion de la donnée. Le but du jeu, c'est de pérenniser toutes les données collectées. Le but du jeu, c'est de pérenniser toutes les données collectées dans des bases de données. Et ça, il y a déjà soit des outils existants, soit des structures déjà existantes, mais qu'on va devoir... Vous appuyer sur elles. Oui. D'accord.
Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation. Puis on vous retrouve bien sûr pendant la session poster. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, à poser à Monsieur Jenny, vous pourrez le faire à ce moment-là naturellement. Je donne la parole à Monsieur Limousin, du coup. Merci de me rejoindre pour parler de Drought4Sea, impact de la sécheresse sur les flux et stocks de carbone des écosystèmes forestiers, études expérimentales et modélisation. Oui, bonjour à tous, merci. Donc voilà, moi je vais vous parler de ce projet Drought4Sea qui va parler donc de sécheresse, de forêt et de carbone. Et donc on est très heureux d'avoir un projet vraiment centré sur la forêt au sein du PEPR Fer Carbone, parce que les forêts sont le principal puits de carbone parmi les écosystèmes continentaux. Et par exemple, en Europe, on estime qu'elle séquestre annuellement environ 10 à 11% de nos émissions anthropiques pour la région. Et ce sont des écosystèmes qui sont appelés à jouer un rôle important, en particulier en France, pour la stratégie nationale bas carbone et les trajectoires françaises des émissions ont mise en fait sur une augmentation du puits de carbone forestier. Alors, il y a des arguments en faveur de cette augmentation. C'est typiquement l'augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique qui devrait fertiliser la photosynthèse, l'augmentation des dépôts azotés aussi qui fertilisent les forêts, une phénologie de croissance qui va être plus longue, en particulier pour les espèces décidues avec le réchauffement. Pour autant, pour le moment, ce n'est pas vraiment l'observation qu'on fait en fait, de l'augmentation d'un puits de carbone forestier. C'est plutôt la trajectoire inverse. On voit une diminution. Et ça, c'est lié en particulier à l'augmentation de la sécheresse, puisque s'il fait plus chaud, on a une évaporation de l'eau qui est plus rapide. On a aussi des précipitations, en particulier pendant la période estivale, qui ont tendance à diminuer. Et on a une augmentation des perturbations. C'est typiquement ce qu'on a vu l'année 2022 avec la vague de chaleur qui a entraîné de nombreux incendies de forêt. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on a plutôt une diminution du puits de carbone forestier actuellement qu'une augmentation. Et donc, l'objectif de ce projet, c'était d'étudier ça et donc de se concentrer vraiment sur l'aspect augmentation de la sécheresse, donc à la fois augmentation de la sécheresse atmosphérique et augmentation de la sécheresse édaphique, et d'étudier les processus qui, dans les forêts, nous font passer de la photosynthèse, c'est-à-dire de la quantité de CO2 qui est absorbée par les forêts, à vraiment la constitution de biomasse dans les arbres et ensuite le stockage à long terme de carbone dans ces écosystèmes. Donc on a identifié trois principales grandes questions scientifiques qui font en fait écho à trois work packages du projet. La première, c'est donc comment ce carbone assimilé par la photosynthèse est ensuite alloué dans la biomasse vivante. Est-ce que la photosynthèse limite la croissance des arbres, par exemple? Quel est l'effet de l'augmentation de la sécheresse sur les changements d'architecture, d'allocation et comment cela va impacter le temps de résidence du carbone dans les écosystèmes forestiers? Une deuxième question qui est donc une fois qu'on a produit cette biomasse, comment elle est décomposée, comment elle est incorporée dans le sol? Donc des questions qui ont trait à l'effet de la sécheresse sur la quantité et la qualité de la matière organique qui arrive dans le sol, sur la décomposition de cette matière organique dans le sol, sur l'activité biologique des sols ou le changement des stocks de carbone dans les sols. Et une troisième question qui a trait à l'interaction entre l'effet de la sécheresse et les limitations nutritives. Et en particulier, est-ce que la sécheresse diminue la disponibilité, le statut nutritif des arbres, le stock de nutriments disponibles dans les sols? Comment les changements d'allocation de la biomasse, de changement d'architecture des arbres peuvent aussi contraindre la stoichiométrie des arbres et la demande en nutriments? Et enfin, comment cela impacte aussi le recyclage des nutriments dans les écosystèmes forestiers? Donc pour faire cela, on va s'appuyer sur différents outils, en particulier tout un réseau de sites d'observation et de sites expérimentaux qui sont disponibles dans la communauté française de recherche sur la forêt. Alors on a un premier type d'outil, il y a déjà d'autres intervenants qui en ont parlé, c'est les tours de mesure des flux par eddy corrélation. Donc c'est des tours comme celle-ci qui permettent de mesurer les échanges de CO2 et d'eau entre un écosystème végétal, enfin un couvert végétal, et l'atmosphère. Et on a 5 tours à flux labellisés de l'infrastructure ICOS dans des forêts françaises. Donc on va s'appuyer en particulier sur ces mesures. Un deuxième type de dispositif sur lequel on va s'appuyer, c'est les expérimentations de manipulation d'écosystèmes. Parce qu'en fait, les tours à flux sont des outils particulièrement puissants, mais qui permettent seulement de faire des observations dans les situations actuelles. Et donc, si on veut vraiment essayer d'anticiper comment ces écosystèmes forestiers peuvent répondre à un changement climatique futur,
il est important aussi de mettre en place des expérimentations de manipulation d'écosystèmes. Et là aussi, la France est riche de ces dispositifs, puisqu'on a dans l'infrastructure ANAE plusieurs sites expérimentaux français qui ont des expériences de réduction des précipitations, donc avec des toits, des gouttières, donc qui permettent de diminuer la quantité de pluie qui arrive au sol. Et on va également, dans le cadre de ce projet, mettre en place des expérimentations de chauffage du sol pour essayer de travailler conjointement sur l'effet de la sécheresse et sur l'effet d'une augmentation des températures. Et enfin, donc, le dernier outil qu'on a à notre disposition, c'est les modèles basés sur les processus de fonctionnement forestier, puisqu'on a aussi une communauté de modélisateurs sur les forêts en France qui est très riche, avec une grande diversité de modèles, d'approches, d'hypothèses, d'échelles d'études de ces modèles. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comparer ces modèles et de mobiliser les nombreux modèles de fonctionnement forestier qui sont disponibles dans la communauté française. Alors, donc l'organisation du projet, nous, on a bien 5 work packages. En fait, il y en a 2 qui sont centrés sur les outils. Hein. Donc, c'est le work package 1 sur les expérimentations de terrain et la centralisation donc, des données, l'uniformisation des données entre les dispositifs. Le work package 5 qui est sur l'utilisation de ces données par les modèles et la modélisation. Et 3 work packages thématiques qui correspondent donc aux 3 grandes questions, celle sur la simulation du carbone et son allocation, celle sur sa séquestration et en particulier le fonctionnement biologique des sols, et celle sur les limitations nutritives. Donc le projet va réunir 8 sites expérimentaux gérés par des laboratoires français, donc 7 en France et un qui est au Brésil. Des sites expérimentaux qui appartiennent à 2 infrastructures de recherche, donc ICOS et ANAE, et 11 modèles de fonctionnement des écosystèmes forestiers. Donc, je ne vais pas détailler dans tous les work packages, mais voilà, l'idée du work package 1, c'est vraiment de récolter, de centraliser, d'uniformiser les données qui sont produites par tous ces différents dispositifs. Donc, pour ce qui est des tours à flux, il y a déjà la centralisation et l'uniformisation dans le cadre de l'infrastructure ICOS, donc c'est assez facile. Mais par contre, pour tout ce qui est des expérimentations de manipulation d'écosystèmes, c'est une tâche qui est beaucoup plus ardue parce que les protocoles varient d'un site à l'autre, les méthodes de mesure aussi peuvent varier, on n'a pas le niveau de standardisation qu'on connaît dans ICOS, donc il y aura tout un travail là-dessus, plus l'installation d'expériences de chauffage du sol qui seront les premières de ce type-là dans des forêts françaises. Un work package 2 donc, qui vise à déployer différents types de mesures dendrométriques et écophysiologiques pour quantifier les flux de carbone et l'allocation du carbone dans les compartiments aériens et souterrains des arbres dans les différentes forêts et dans les expériences de manipulation de la sécheresse. Bon, je ne vais pas détailler non plus toutes ces méthodes. Le Work Package 3, donc, qui va travailler en particulier sur ce dispositif à mettre en place de chauffage des sols, mais également sur les expérimentations de manipulation des pluies historiques, hein, dont certaines ont 20 ans d'existence, et même sur les sites où on a les mesures de flux, pour travailler donc, sur l'effet de la sécheresse, sur la décomposition de la litière, sur la séquestration de carbone dans le sol et sur la respiration des sols et les émissions de CO2 par les sols forestiers. Le Work Package 4 qui va travailler sur le statut nutritif des arbres et comment ce statut nutritif dans les arbres et dans les sols est impacté par l'augmentation de la sécheresse, avec aussi tout un travail sur le lien entre l'allocation du carbone dans les différents organes et le recyclage des nutriments dans l'écosystème forestier. Et un Work Package 5 de modélisation, donc son originalité, c'est qu'il va vraiment se baser sur les résultats expérimentaux obtenus dans les différentes expérimentations. Donc on aura toutes les mesures qu'on compte obtenir ou qu'on a déjà en partie obtenues dans ces différents sites. Et l'idée, c'est d'utiliser et de valider ces modèles, enfin de calibrer ces modèles dans les conditions, on va dire, témoins, et de valider ensuite leur performance par rapport aux conditions sécheresse accrue dans les traitements expérimentaux. Et donc de voir comment les modèles sont capables de reproduire les effets expérimentaux qu'on observe sur le terrain. D'utiliser ensuite ces différents modèles avec donc des échelles d'études et des hypothèses, des processus pris en compte qui sont assez différents. Vous voyez, là, on a résumé dans ce tableau les différents types de modèles. Et donc de faire de la modélisation d'ensemble pour améliorer la robustesse des projections futures.
et d'améliorer aussi la prise en compte des cycles NPK dans ces modèles, puisque le cycle des nutriments est pour le moment l'aspect le moins bien intégré dans les modèles forestiers français. Donc on a un consortium qui est aussi assez large. Alors j'ai pas mis moi les photos de tout le monde, j'ai mis les photos seulement des gens qui étaient responsables de Work Package dans le projet. Mais on a 9 unités de recherche impliquées. Comme je l'ai dit, on a 8 sites expérimentaux, 11 modèles. Ça correspond à l'implication de 25 chercheurs permanents, 22 IT. Et on compte au cours du projet recruter 3 doctorants et 2 post-doctorants pour traiter les données et valoriser toute cette masse de résultats qui sera disponible. Et donc voilà, et pour l'intégration du projet, on a pas mal d'objectifs qui sont convergents avec ceux du PC1 à la mode et des objectifs qui vont aussi dans le sens de la montée en puissance des infrastructures de recherche ICOS et ANAE en France. Donc voilà, on pourra en parler tout à l'heure. Et je pense que, merci beaucoup, Monsieur Limousin. Je pense que vos propos ont intéressé notamment des porteurs d'enjeux avec qui on va discuter tout au long de la journée. On reviendra peut-être vers vous, peut-être auront-ils des questions à vous poser. Moi, j'en ai une, juste un point de détail sur l'expérimentation, parce qu'il y a des dispositifs qui existent déjà que vous utilisez, mais il y en a d'autres que vous inventez, en tout cas qui sont assez innovants, notamment l'expérimentation en chauffage du sol. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Ça marche comment, ça? Oui, voilà. Alors l'idée, c'est d'utiliser des câbles chauffants qui vont être placés au-dessus du sol pour chauffer le sol par le haut. Et alors c'est vrai que l'originalité, c'est que souvent ces câbles chauffants sont utilisés de façon enterrée. En fait, la plupart des expériences qu'on fait ça précédemment enterraient ces câbles dans le sol. C'est surtout fait dans des écosystèmes froids où il y a des couverts neigeux pour augmenter la fonte de la neige au printemps ou des choses comme ça. Mais nous, on ne veut pas perturber le sol, donc on cherche à le faire vraiment sans creuser, sans contact, et donc en étant au-dessus. Et donc c'est un nouveau dispositif qu'on est en train de tester, de mettre en place et qui devrait être fonctionnel courant de l'année prochaine. Eh bien, on vous souhaite plein de succès dans cette expérimentation et toutes les autres. Merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à Peace, enfin à la personne qui va nous présenter ce projet de recherche. Merci à vous. Permafrost Ecosystem Changes Across the Arctic. C'est à vous de jouer. Bonjour. Merci d'être là. Ah oui, le gros bouton vert. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter donc Peace pour les changements dans les écosystèmes affectés par le pergélisol dans l'Arctique. Et puis, on étudie les cycles du carbone et des nutriments, alors nutriments, azote et phosphore majoritairement, dans les environnements terrestres et aquatiques. Alors, bon, on ne pouvait pas ne pas en parler. Les écosystèmes affectés par le pergélisol, c'est 1/6 des surfaces terrestres. Le pergélisol, c'est tout ce qui est sol, sédiment ou roche qui est gelé à minimum 2 années consécutives, mais c'est souvent issu de l'Holocène et parfois de plus long derrière. Donc 1/6 de la surface terrestre, mais par contre 1/3 des stocks de carbone des sols. Dans les 3 premiers mètres, c'est à peu près la même chose dans le premier mètre et à la surface. Et puis ces stocks de carbone sont associés à de grands stocks d'azote inorganique et organique. Alors notre matière organique dans nos pergélisols, elles se maintiennent gelées lorsqu'elles sont vraiment dans le pergélisol, ou alors elles dégèlent annuellement lorsqu'elles sont sur la couche active. Et puis, c'est des résidus de plantes, d'animaux, les mammouths célèbres en Sibérie, et puis de biomasse microbienne, plus ou moins frais, plus ou moins décomposés, plus ou moins vieux. Donc, comme vous le savez, on a une amplification arctique qui fait plus chaud là-haut, en gros au-dessus du 60. Donc là, j'ai mis 66 degrés nord, mais dans nos zones qui nous intéressent, au-dessus en gros du 60e degré nord, eh bien, on a un réchauffement qui est 3-4 fois supérieur à la globale. Et cette augmentation des températures conduit à la dégradation du pergélisol, à la fois de manière continue par le dégel de plus en plus profond de la couche active, mais également par la thermoérosion, le thermokarst, vous pouvez le voir sur la photo ici à gauche. Et puis, ça occasionne un autre changement, c'est que la végétation change radicalement, très rapidement, à la fois avec les communautés végétales qui changent en tant que telles, et puis la productivité primaire qui évolue. Donc la grande idée, c'est quand vous apportez de la matière organique qui était préalablement gelée en profondeur dans le cycle moderne du carbone, quand vous modifiez les matières organiques de surface par l'apport de litière de la végétation, eh bien, ça pose question. Et puis, vous augmentez la température. Donc il y a un gros consensus sur le fait que les flux de gaz à effet de serre, de CO2 et méthane en particulier,
vont radicalement évoluer. Par contre, on a une forte incertitude quant à leur magnitude, quant à leur ampleur, et il y a un très gros débat là-dessus. Donc on a des modifications d'apport de matière organique par la surface et le profond. On a des couplages et découplages du cycle carbone, azote et phosphore qui se font à la fois spatialement. On a une hétérogénéité spatiale très forte, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite. Et puis on a une hétérogénéité temporelle aussi, parce que quand ça dégèle, la végétation pousse, mais par contre l'azote est-il disponible à ce moment-là? Et puis avec l'augmentation des températures, les modifications du régime hydrique, on a des processus microbiens qui évoluent beaucoup rapidement. Et donc notre processing de matières organiques, de nutriments va évoluer. Et donc, en découlent des émissions incertaines et des transferts latéraux de carbone et de nutriments vers l'océan Arctique, et ce n'est pas une petite affaire, qui sont incertains, et c'est ce à quoi on s'attaque par ce projet PIS. Donc la question à laquelle on souhaite répondre, c'est comment la dégradation du pergélisol, comment les changements de végétation vont modifier les cycles du carbone, de l'azote et du phosphore dans nos écosystèmes arctiques, et comment ils vont modifier les transferts dans le continuum eau, sol, plante. Donc on souhaite répondre à 4 hypothèses qui sont indiquées ici. La première hypothèse qu'on émet, c'est que les propriétés géomorphologiques, cryostratigraphiques du pergélisol, et puis la végétation, c'est ce qui contrôle les stocks actuels, carbone, azote et phosphore. Une deuxième chose, c'est qu'on émet l'hypothèse, par la littérature actuelle, que la dégradation du pergélisol va libérer des quantités massives d'azote inorganique et de phosphore dans des environnements qui sont reconnus comme limités en azote depuis très longtemps. Mais par contre, cette disponibilité en azote, en phosphore et en carbone va être découplée à la fois spatialement et désynchronisée dans le temps. Les plantes poussent mais sans azote, et l'azote, quand il sera disponible, les plantes seront en sénescence au mois d'août. Et donc c'est ce qu'on émet comme hypothèse, et puis à la fin, on pense que c'est des connexions spatiales et temporelles de la disponibilité de matières organiques et nutriments. C'est ce qui va contrôler en premier ordre notre pouvoir séquestrant ou de sources de carbone vers l'atmosphère. Et lorsqu'on parle de sources de carbone vers l'atmosphère, les récentes études montrent qu'on parle de l'ordre de grandeur de 1 pétagramme, 1 gigatonne de carbone par an qui pourrait être libéré. Donc c'est l'équivalent de la déforestation, c'est l'équivalent d'un nouveau pays émetteur. Bon, qui sommes-nous? Nous sommes ici. Alors le projet est mené par Lyudmila Chirokova du JET à Toulouse, et j'en suis son porte-parole. Et donc on vient de tous horizons. Pour beaucoup, on a une certaine expérience dans les milieux des hautes latitudes, et puis on accueille des nouveaux collègues qui sont intéressés par nos écosystèmes et qui apportent des disciplines nouvelles à nos études. Et puis on aura la chance et l'opportunité d'accueillir des doctorants, doctorantes, des postdocs, une technicienne, des ingénieurs et puis des masters. Une originalité de notre consortium, c'est qu'on accueille beaucoup d'universités et d'écoles. Donc il y a une mise en avant, enfin, ça nous tient à cœur de former à nos disciplines et également de faire découvrir nos écosystèmes particuliers pour la France, qui n'est pas un territoire arctique. Et puis, notre consortium dépasse nos frontières largement. On a construit depuis un certain temps, et puis on les renforce grâce à cette opportunité par Faire Carbone et puis par le projet PIS, des consortiums, des partenariats forts avec le Canada, avec le Danemark, avec la Belgique et la Suède. Et sur les 5 ans, on va travailler fortement et on espère que cela se sera pérennisé dans le futur. Donc on est structuré en 5 groupes de travail. Et nous n'avons point d'économistes, mais notre 5e VP, c'est les modélisateurs. On a un groupe de travail coordinateur, un groupe de travail numéro 1 qui aura comme ambition de fournir une nouvelle base de données spatialisée, de données vérifiées sur à la fois les stocks et les flux de carbone, d'azote et de phosphore. Un groupe de travail 2 qui sera sur l'étude spatiale, les contrôles de l'étude donc des stocks spatialement distribués de carbone, azote, phosphore. Un groupe de travail 3 qui aura comme ambition d'étudier les processus de minéralisation, de lixiviation, de stockage, processus microbiens. On aura l'opportunité d'avoir des incubations sur le terrain directement et également dans l'écotron de l'Île-de-France. Le groupe de travail 4, lui, s'occupera plutôt du côté cinétique et dynamique au cours des saisons, avec quel est l'effet de la connectivité et de la temporalité sur nos transferts latéraux de flux. Et notre groupe de travail 5, nos modélisateurs, à la fois statisticiens, avec l'ensemble des données récupérées, et puis modélisateurs physiques à l'échelle régionale pour savoir quel est l'impact de l'évolution de ces stocks carbone, azote, phosphore sur les stocks globaux dans l'Arctique sous le changement climatique. Donc on est structuré sur 3 sites instrumentés,
Les collaborations sont faites et on n'a plus qu'à y aller. Abisko au nord de la Suède, Zackenberg nord-est du Groenland, Churchill au Canada. Et puis on va avoir la chance d'avoir accès à des échantillons qui sont actuellement dans nos congélateurs en France, mais également dans les congélateurs de nos collègues internationaux au Canada, en Suède et au Danemark, pour aller faire de nouvelles analyses originales sur ce que je viens de présenter aujourd'hui. Donc voilà, on pense qu'on a un gros sujet face à nous, que c'est un sujet crucial lorsqu'on parle de carbone et de changements globaux. Il est dit dans notre communauté que ce qui se passe dans l'Arctique n'y reste pas, donc ça vous concerne également, et on est là pour le rappeler. Une autre chose, c'est qu'on souhaite fournir des données particulières, vérifiées, interopérables pour l'ensemble de la communauté, et ça, c'est co-construit avec nos collègues internationaux. On a la chance de pouvoir accueillir des jeunes chercheurs, de les initier à nos disciplines, et puis effectivement, par ce programme Faire Carbone et par PIS, on aimerait mettre la France dans les pays qui s'occupent du pergélisol, parce qu'on est une communauté vivante et jeune, et donc ça met un nouveau point sur la carte. Et pour finir, eh bien, c'est qu'il faut qu'on ait en tête que c'est des environnements qui amènent un nouveau pays émetteur qu'on appelle dans le jargon de Country of Permafrost. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Donc tout commence très rapidement. Là, vous avez dit à l'instant que vous étiez dans les starting blocks. Là, ça va se lancer dans quelques mois. Les prochaines mesures vont se faire très rapidement. Oui, c'était pas la question à laquelle je m'attendais. Je viens sur celle des données juste après aussi. D'accord, parce que j'ai mon petit livre pour y répondre. Ah oui, d'accord, carrément. Mais non, oui, ça commence. Donc là, on est vraiment dans la phase de montage de partenariat, de renforcement pour savoir si tout le monde est disponible. Et puis aller sur le terrain dans ces environnements, eh bien, ça demande de la préparation, de la planification de l'organisation. Grosse logistique quand même. Donc de la grosse logistique, ce qu'on commence à faire pour les années 2024 et 2025. D'accord. Alors du coup, oui, cette question de la donnée elle est importante parce que vous avez parlé d'une base de données nouvelle que vous allez concevoir. Vous êtes venu avec un livre, je ne sais pas pourquoi. C'est mes notes. Ah, c'est des notes, pardon. Pour bien répondre. J'ai cru que vous annonciez un coup d'édition. Non, mais comment va se construire cette base de données? Sur quels principes? Ceux du faire, j'imagine. Mais un mot là-dessus, parce que là aussi, il sera question de partage à terme, j'imagine. En fait, j'ai pas besoin de mon livre. Que du bluff. Mais non, effectivement, donc c'est un gros sujet. Le point important, c'est que ça va être construit avec l'ensemble de la communauté. On souhaite en discuter avec nos collègues internationaux. Alors, il y a la question de la standardisation des données. Il y a un vrai processus dans nos communautés de standardiser nos protocoles de terrain. Et donc là, on participe aussi à la standardisation de la mise à disposition. Donc, fournir des données à tout le monde, données sur les sols, la végétation et l'eau, c'est l'idée. Le format sera construit avec nos collègues. Et l'autre idée, c'est d'interopérer avec les bases de données préexistantes. Oui. On ne va pas recréer encore. Exactement. Mais c'est compléter ce qu'on considère comme un manque à l'heure actuelle dans la discipline. Voilà. Et spatialiser. Donc, on se balade sur notre domaine circumpolaire et puis on peut aller voir nos données. Merci beaucoup pour ces compléments. On enchaîne. Merci beaucoup pour la présentation de PIS avec notre 6e et dernier projet lauréat de l'appel à projet Faire Carbone. C'est Cédric Hubas qui va nous présenter Tropécos, bilan de carbone des écosystèmes côtiers tropicaux dans l'Anthropocène. Pas du tout, c'est pas Cédric Hubas du coup. Non, c'est Marie Arnaud. Eh ben, je vous laisse présenter en 10 minutes également ce projet. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marie Arnaud de Sorbonne Université. Donc, je vais vous présenter le projet Tropécos qui est porté par Gwenaël Abril, le porteur de projet qui n'est pas là aujourd'hui car il est déjà au Brésil pour commencer le projet. Donc, le projet Tropécos, il porte sur les budgets de carbone des écosystèmes tropicaux côtiers dans l'Anthropocène. Donc, il y a 2 focus. Le premier focus, c'est les estuaires tropicaux. Et le deuxième, c'est les mangroves. Donc, c'est 2 écosystèmes qui sont interconnectés par des échanges de carbone, notamment. Donc, des mangroves à l'estuaire, mais aussi de l'estuaire aux mangroves. Donc, ces 2 écosystèmes, c'est des hotspots dans le cycle du carbone global. Donc, par exemple, les mangroves, elles ont un taux d'enfouissement très important, qui est 10 fois supérieur aux écosystèmes forestiers terrestres. A contrario, les estuaires émettent du CO2. Toutefois, les estimations de ces émissions des estuaires est encore très incertain, notamment parce qu'on n'a pas inclus des estuaires, ou très peu inclus des estuaires tropicaux. Mais il y a de l'amélioration dans ces estimations en incluant la géomorphologie des estuaires. Donc, en effet, la géomorphologie des estuaires
contrôle les dynamiques du carbone dans les estuaires, mais aussi probablement les stocks de carbone dans les mangroves. Donc dans les estuaires, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il y a plusieurs types d'estuaires. Vous avez des petits deltas, vous avez des lagunes, et cela contrôle les processus éco, hydro et géomorphologiques qui vont contrôler ensuite les flux de carbone. Pareillement, dans les mangroves, on a aussi, c'est plus neuf, on va dire, cette conception des mangroves. L'influence de la géomorphologie pourrait influencer aussi les flux et les stocks de mangroves. Donc ici, on a un exemple parlant, je pense. Vous avez 3 carottes de sol qui sont à peu près typiques des différents types de géomorphologie de mangroves. Donc la première, c'est de la tourbe, essentiellement, qui vient d'une mangrove de côte ouverte carbonatée, donc faite que de racines fines, donc à peu près 30% de carbone dans cette carotte. Le deuxième, c'est une carotte typique des mangroves deltaïques. Donc vous avez une première partie riche en matière organique, mais aussi mélangée avec des minéraux, notamment de l'argile et du limon, et une deuxième partie beaucoup plus minérale. Et enfin, la troisième carotte que vous avez, c'est une carotte qui est issue d'une lagune. Et là, vous avez une petite partie organique sur le dessus de la carotte et ensuite du sable jusqu'au fond du sol. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les processus dans ces différentes mangroves vont être très différents, que ce soit en termes de stabilisation du carbone, mais aussi en termes de production primaire. Toutefois, on n'inclut pas encore ces différents types de typologies dans les mangroves. Il y a un départ d'études qui est commencé, notamment pour les stocks, la production primaire souterraine et aérienne. De plus, pour faire les budgets des bilans de carbone, on agrège tous ces types de mangroves. Il n'y a pas une mangrove aujourd'hui où on a tous les flux et les stocks ensemble. Donc c'est essentiel aujourd'hui d'aller plus loin dans notre compréhension des mangroves. Et c'est d'autant plus important car les mangroves et les estuaires subissent des pressions anthropiques qui sont très importantes. Donc je rappelle qu'on a un tiers de la population mondiale qui est sur les côtes, à 100 km des côtes, et la plupart dans les écosystèmes, sur des espaces tropicaux, notamment dans des mégalopoles qui ne cessent de grandir, où on n'a pas forcément d'usine de traitement des eaux. Donc ce qui induit de l'eutrophication, donc un enrichissement en nutriments des estuaires. Donc on est en France les marées vertes, il y a aussi ces phénomènes dans les espaces tropicaux. Donc ça impacte les estuaires, mais ça va aussi impacter les sols de mangrove. L'effet de l'eutrophication conduit à une augmentation d'algues, qui est du carbone labile qui se dépose ensuite sur les sédiments de mangrove, qui peut induire un effet de priming. Donc, priming, c'est la remobilisation de la matière organique stabilisée, et notamment qui peut être stabilisée dans les sols de mangrove. Donc, dans le projet Tropeco, on a 4 work packages. Donc, le premier, c'est de réviser les budgets de gaz à effet de serre, donc CO2, CH4, mais aussi N2O, dans les estuaires. Le deuxième, c'est de comprendre, donc d'évaluer les stocks de carbone dans les mangroves, mais aussi de comprendre comment le carbone circule dans la mangrove. Donc, on part vraiment de la photosynthèse, la biomasse aérienne, le transfert, donc l'allocation du carbone dans les racines, donc par la production racinaire. On va plus loin, on regarde aussi les exudats racinaires jusqu'à la stabilisation de la matière organique dans le sol. Bien sûr, sans oublier les pertes ou communément appelés les transferts sol-atmosphère, sol-eau. Ensuite, on se concentrera encore plus sur le sol, notamment pour voir les processus ou les mécanismes de stabilisation du carbone, mais aussi les boucles de rétroaction, notamment entre les exudats racinaires et le carbone dans le sol, la matière organique. Enfin, on va quantifier la vulnérabilité du carbone bleu dans les mangroves à l'eutrophication. Donc pour Tropicos, on a 4 work packages.
Donc le premier, ça sera d'évaluer le passé, présent, futur des émissions de gaz à effet de serre dans les estuaires tropicaux. Le deuxième, ça sera de réévaluer les flux et les composantes du budget de carbone dans les mangroves. Le troisième, ça sera l'origine, la composition et la stabilisation de la matière organique dans les mangroves. Et le quatrième, l'effet priming sur le sol de carbone. On a en plus un autre projet, un autre work package qui est pour le management du projet, pour la communication, notamment par, on va faire des vidéos sur nos protocoles de mesure, etc., pour standardiser nos mesures et pour peut-être aussi aider d'autres personnes qui veulent se lancer dans ce type de projet. Donc, les partenaires et les sites sont assez nombreux. On a 2 complexes estuariens avec différentes géomorphologies et différents niveaux d'eutrophication. On a 10 sites de mangroves, pareil, avec différentes géomorphologies, différents niveaux d'eutrophication. Donc, on a des sites qui sont en Guadeloupe, en Guyane, au Brésil, au Vietnam, en Nouvelle-Calédonie. Et notre projet donc, se base sur une complémentarité en termes de connaissances scientifiques en mettant ensemble des scientifiques qui sont de disciplines différentes, notamment des écologistes, des océanographes, des biogéochimistes, des sédimentologues, des hydrologues, etc. Donc on a une boîte à outils assez complexe et multi-échelle. On va faire de l'imagerie, comme vous voyez sur le haut, pour voir les cycles biogéochimiques à l'échelle submillimétrique. On va aussi faire d'autres techniques d'imagerie pour les racines, comme ici, on va utiliser la technique du mini-résotron, qui est une caméra endoscopique qu'on met dans le sol pour regarder la production racinaire, qui a été développée pour les mangroves. Mais aussi, on va prendre de la hauteur, notamment en regardant des techniques de télédétection et des expériences de manipulation en laboratoire, des chambres benthiques. Donc ça sera détaillé dans le poster. Et l'équipe Tropeco, donc c'est 38 scientifiques, 8 laboratoires en France, 4 laboratoires au Brésil et 2 laboratoires au Vietnam. Donc on s'attend à un transfert de connaissances justement entre ces pays et entre ces laboratoires. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Arnaud. Question fondamentale. On dit Tropeco ou Tropecos? Tropecos, je me suis trompée. Bien noté. Moi-même, je voulais savoir. J'ai noté des similitudes un peu entre votre projet et celui de Cabestan. Il y a des sites estuariens que vous allez explorer. Est-ce que vous allez peut-être discuter à un moment donné avec ce projet Cabestan? Est-ce qu'il y a ou est-ce que thématiquement c'est quand même trop différent pour qu'on puisse imaginer sans parler de travaux communs, mais des discussions, des comparaisons? Non, il y a essentiellement des comparaisons à faire, notamment en termes. On va regarder les stocks de carbone, ils vont aussi regarder les stocks de carbone. Ils ont une échelle assez nationale, on a une échelle internationale. Donc, ce serait comparer et agréger nos données. D'accord, faire se parler ces deux projets. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous expliquer en quoi consistait Tropecos. Et on va maintenant vous laisser reprendre votre place pour donner la parole, pour terminer cette première partie de matinée, à Patricia Garnier pour qu'elle nous parle de l'appel à projet Vague 2, dont il était un petit peu question déjà, mais voilà, je vais vous laisser revenir dessus. Ensuite, il y aura cette session poster au cours de laquelle vous allez pouvoir vous rapprocher des porteurs de projets pour leur poser des questions, puis on aura une table ronde à 11h30. Mais d'abord, cet appel à projet Vague 2. Donc, merci. On a déjà parlé de cet appel à projet tout à l'heure et on a compris... Ah, alors, c'est à moi, d'accord. OK. Donc, on a compris pourquoi l'axe 3 et l'axe 4 étaient au cœur de cet appel à projet Vague 2. En plus, on vous a présenté cet axe 3 et cet axe 4. Donc, je n'ai plus grand-chose à faire sinon de dire que c'est bien l'axe 3 sur tout ce qui est développement, production de la biomasse, l'axe 4 sur tout ce qui est sciences économiques, sciences sociales. Je vais pas revenir là-dessus. Quelques recommandations en fait pour les gens qui voudraient soumettre un projet. On espère qu'ils seront nombreux. Premièrement, peut-être de prendre contact avec les animateurs de ces axes, donc Xénie, Julien, Stéphane, Cathy et Hervé, qui n'est pas là. Voilà. Donc c'est une bonne. Ils pourront être de bons conseils en tout cas pour. Voilà.
Quelques recommandations encore, c'est qu'il peut y avoir des interactions possibles et souhaitables avec les axes 1 et les axes 2, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut surtout que ce soit structurant pour la communauté, et on les a vus avec les projets qui ont été financés tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire, en fait, il faut un certain nombre de partenaires et que ça balaye pas mal. On a vu, par exemple, l'exemple l'exemple qui vient de nous être présenté, hein, des partenaires qui sont dispatchés sur différents terrains, par exemple, à différents endroits de France. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, il faut quand même avoir des points de vue et des spécialités un peu différentes entre partenaires. Ça, c'est important. On a vu aussi que c'était important la pluridisciplinarité et la pluriéchelle. Surtout, on a vu des changements d'échelle très importants entre des millimétriques, là, ce qui vient nous être présenté, et puis des images satellitaires, par exemple, je crois qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça fait partie des critères, hein, d'acceptation des projets. Et quelques informations de rappel. Donc, on a une enveloppe de 6,1 millions d'euros. Ça pourra financer des projets sur 4 ou 5 ans à hauteur de 0,8 à 1,25 million d'euros. Il n'y a pas de lettre d'intention cette année. Les projets sont à soumettre et à mettre sur le site pour le 24 janvier. Donc, ça laisse quand même 3 mois pour rédiger ces projets. Il y aura un jury international comme la dernière fois avec certainement une phase d'oral. Et les résultats seront connus vers mi-avril 2024. Je crois que je n'ai pas dit, mais du coup, c'est environ 6 projets qui pourront être financés. Et il y a eu un séminaire le 2 octobre de présentation avec pas mal de personnes qui étaient présentes, hein, une cinquantaine, je crois, ou une centaine, je ne sais plus. Une cinquantaine de personnes qui étaient présentes et qui est sur le site sur le YouTube de Faire Carbone. Elle est déjà online et vous pouvez la regarder. Si vous faites Faire Carbone sur YouTube, vous avez accès à cette présentation avec toutes les questions. Et voilà. Et l'appel à projet, il est déjà online et on remercie beaucoup l'ANR. Donc Stéphanie qui s'en va, Stéphanie Thibault qui a été avec ses équipes très très réactives pour nous permettre très rapidement de construire ce nouvel projet parce qu'on a dû l'avancer d'1 an. Et voilà, et le mettre tout de suite online et on les remercie beaucoup à l'ANR pour ça. Voilà, merci. Et c'est nous qui vous remercions, Madame Garnier, pour cette présentation. Voilà, on va passer en mode... à moins qu'il y ait des questions sur cette deuxième vague. Non. Alors, je vous propose... Ah, si. Eh bien, écoutez, on va en profiter. Je vais venir à vous avec un micro. Comme ça, tout le monde pourra vous entendre. C'est quand même mieux. J'avais une question, notamment pour le volet 4. Quelle est la place des autres acteurs de la recherche? Alors, il y a EDF, par exemple, dans la salle, mais ça peut être des parcs naturels régionaux, ça peut être des acteurs des conservatoires. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, qui est possible, qui est recommandé? En tout cas, c'est possible. En fait, Faire Carbone finance des équipes françaises. C'est vrai qu'elle ne finance pas des équipes étrangères. Voilà. Maintenant, c'est vrai que d'avoir des acteurs un peu du monde, voilà, des entreprises ou bien de politique publique, etc. Enfin, c'est important, je pense, justement pour cet axe 4. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou... Et ça finance aussi des laboratoires académiques. Du coup, pour les acteurs autres, soit c'est de la sous-traitance, soit c'est de l'autofinancement. Donc il y a cette... D'accord, l'implication, oui, c'est bienvenu. Exactement ça, c'est bienvenu, pas obligatoire dans les critères en tant que tel, mais ça a été des éléments, par exemple, dans le premier appel à projet, dans la première vague de l'appel à projet, qui ont été soulignés pour certains projets, pourraient être un plus pour certains projets. Merci pour cette question et pour ces réponses. Je vous propose, mesdames et messieurs, de passer, comme je l'indiquais, à la session poster. Bon, en gros, vous pouvez quitter la salle. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Session poster des projets lauréats. Donc. Et on se retrouve à 11h30 pour discuter avec les représentants de 5 stakeholders, comme on dit en bon français, pour parler recherche et développement et voir comment ils regardent les projets de Faire Carbone.